je vous propose que nous commencions ce webinaire. Donc, bonsoir à toutes et tous, il est 19 heures. Merci de nous avoir rejoints. Donc, je m'appelle Olivia Varion et j'animerai ce soir ce webinaire consacré aux enjeux de raccordement. Peut-on raccorder à n'importe où et si oui, à quel prix? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vos micros sont désactivés et coupés par défaut, mais vous pourrez les réactiver pendant les temps d'échange. La rencontre est enregistrée et elle sera publiée sur le site du débat. Euh, Est-ce que je passe à la slide suivante, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, avant de commencer ce webinaire, nous allons expliciter quelques règles du jeu. Donc, comme toute réunion publique, nous vous demandons de faire preuve d'écoute, de bienveillance et de courtoisie au cours de ce webinaire, donc à l'égard des intervenants, de l'équipe d'animation et puis à l'égard de vous-même, y compris dans le chat. Comme je l'ai dit, vous aurez plusieurs moyens de vous exprimer au cours de cette réunion. Donc, soit via le chat, donc mes collègues ont peut-être déjà écrit et vous ont déjà peut-être salué, soit en levant la main lors des temps d'échange. Et si au cours de cette réunion, des questions sont restées sans réponse, on vous invitera également à les glisser sur la plateforme participative du débat ou à déposer un cahier d'acteur si vous représentez une institution. Donc, on est à peu près une soixantaine ce soir, donc on est assez nombreux. Donc, on vous demandera d'être concis dans vos prises de parole, de respecter un temps de parole de 2 minutes, pas plus, pour que chacun et chacune puisse avoir le temps de s'exprimer. Enfin, comme je l'ai dit, cette réunion est enregistrée par souci de transparence et donc elle sera disponible sur le site du débat ainsi que cette présentation. Le programme de ce soir. Donc, nous commencerons par une introduction ici et maintenant. Puis, nous aurons donc une première séquence dédiée aux technologies de l'éolien en mer et aux conditions de raccordement, où nous aurons une présentation du réseau de transport d'électricité, des principes de raccordement et des enjeux techniques d'implantation de l'éolien offshore. Puis nous aurons un premier temps d'échange d'une quinzaine de minutes. S'en suivra une séquence consacrée aux impacts du raccordement sur les activités maritimes et sur la biodiversité, avec un nouveau temps d'échange. Et enfin, une dernière séquence consacrée aux impacts sur le réseau électrique terrestre, avec une présentation du développement de l'éolien en mer et sa planification d'ici 10 ans, qui s'en suivra également d'un dernier temps d'échange. Et nous irons vers la conclusion de ce webinaire. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler le contexte dans lequel s'inscrit cette réunion. Donc, ce webinaire qui est consacré au raccordement des parcs éoliens en mer est le 6e webinaire des Mardis de la mer en débat, qui ont été consacrés aux grandes questions du débat. Donc, ça a été le développement de l'éolien en mer, le changement climatique, le bon état écologique, la protection de la mer, la biodiversité marine, les activités humaines, les enjeux de raccordement. Et nous aurons un dernier webinaire le 23 avril consacré à la pêche et à la biodiversité. Avant de commencer, je vais vous inviter à répondre à un petit questionnaire pour faire connaissance. Donc, je vais inviter mon collègue de la régie à lancer 2 petites questions. Voilà, donc normalement, vous devrez voir afficher sur votre écran un petit questionnaire pour savoir d'où est-ce que vous venez, si vous venez de Normandie, de Bretagne, de Nouvelle-Aquitaine, de Méditerranée ou d'une autre région. Et si vous participez en tant que professionnel de la mer, en tant qu'acteur engagé pour la protection du littoral, de chercheurs, chercheuses, acteurs scientifiques, habitantes, plaisanciers, riverains de la mer, élus, agents du secteur public, ou si vous êtes autre chose, n'hésitez pas à le préciser dans le chat. Voilà, donc je vais proposer, je vois que vous êtes encore en train de répondre, mais on arrive bientôt. Voilà, donc je vais proposer de partager les résultats. Merci beaucoup. Donc, il y a pas mal de personnes qui viennent de Bretagne, Pays de la Loire et de Méditerranée ce soir. Peut-être d'autres régions également, et puis un petit peu de Normandie, mais personne de Nouvelle-Aquitaine. Alors, vous participez surtout en tant qu'habitants, plaisanciers, riverains de la mer. Nous avons quelques professionnels de la mer et acteurs engagés, quelques agents du secteur public, un petit peu d'élus, un petit peu de chercheurs et scientifiques. Merci beaucoup.
Maintenant, nous allons passer à une présentation du débat. Donc, je vais donner la parole à Florent Gagneur, président de l'équipe du débat, pour une présentation. Quelques minutes. Merci Olivia. Nous allons faire cette présentation à deux voix avec Isabelle Barth. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aussi d'être présent. Merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui une nouvelle fois. Alors, j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe qui organise ce webinaire et principalement Isabelle Barth. Merci à toi Isabelle pour ton investissement dans l'organisation de tous ces événements du débat public et merci aussi aux intervenants RTE, la maîtrise d'ouvrage et la Creux. Donc, je suis Florent Gagneur, je suis la personne qui préside les procédures de débat public sur la planification maritime. Et donc, bienvenue dans un des derniers webinaires de ce qu'on a appelé les Mardis de la mer, réalisé dans le cadre du débat public La mer en débat. Genre, juste un mot sur qui nous sommes, la CNDP, et sur la mer en débat. Qu'est-ce que c'est? Alors la CNDP, c'est très simple, c'est l'autorité indépendante qui défend le droit de toute personne de participer aux décisions qui impactent l'environnement. Et pour ce faire, la CNDP veille à la complétude de l'information, elle organise les échanges, elle restitue la parole du public, c'est-à-dire que c'est nous qui dirons, voilà les conclusions du débat, voilà les enseignements du débat public, voilà ce qu'a dit le public, et on veille surtout à la prise en considération de la parole du public dans la décision finale. Et donc la mer en débat, c'est le débat public qui vous permet à toutes et tous de participer à la mise à jour des documents stratégiques de façade, c'est-à-dire à la mise à jour de la planification maritime de la France métropolitaine. La mer en débat, c'est un débat qui se déroule depuis le mois de novembre. Près de 200 événements ont été organisés tout le long du littoral hexagonal, près de 200 événements qui sont tous variés les uns des autres afin de toucher des publics variés. Juste en quelques chiffres, en quelques mots, alors j'ai plus les chiffres en tête, donc je pense qu'ils sont déjà désuets depuis la dernière fois que je les ai annoncés, mais près de 13 000 personnes aux événements du débat, près de 160 000 personnes en ligne. Euh, c'est pas fini, puisque le débat public va se dérouler encore jusqu'au fin avril. Nous avons déjà publié des enseignements à mi-parcours que je vous invite à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, qui sont sur le site du débat, hein. Nous nous étions engagés à le faire, nous l'avons fait. Nous avons publié les premiers renseignements du débat, mais les conclusions du débat, les conclusions exhaustives et finales ne seront que dans le compte-rendu qui, lui, sera publié en juin, fin juin, et les décideurs, le gouvernement et RTE, auront 3 mois pour répondre, donc d'ici fin septembre. Voilà, je ne suis pas plus long, je passe la parole à Isabelle Barth qui va présenter le webinaire d'aujourd'hui. Merci Florent, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet avant-dernier webinaire des Mardis de la mer en débat. Donc, comme vous l'a annoncé Olivia, on va débattre des enjeux de raccordement. Comme vous le savez, un des grands enjeux de ce débat sur la mer, c'est l'identification de zones propices à l'implantation de parcs éoliens en mer, puisque le gouvernement a affiché une ambition de développer massivement cette source d'énergie avec potentiellement la création d'une cinquantaine de parcs éoliens offshore à l'horizon 2050 le long des côtes métropolitaines. Et cette hypothèse a nécessairement des conséquences sur les raccordements électriques et sur l'évolution du réseau électrique terrestre. Mais ces enjeux sont souvent méconnus du public et ils ont pourtant toute leur place dans la réflexion stratégique sur la spatialisation de l'éolien en mer. C'est donc sur ces enjeux que nous vous invitons à débattre ce soir, avec pour fil conducteur de ce webinaire, en quelque sorte, le câble de raccordement. On part de l'éolienne et on va vers la Terre jusqu'à l'utilisateur final, le consommateur, en examinant toutes les étapes. Pour commencer, comme l'a évoqué brièvement Olivia tout à l'heure dans l'ordre du jour, on va demander à RTE de nous aider à poser les bases hein, pour comprendre concrètement comment ça fonctionne. Donc, préciser des notions assez simples pour les gens qui connaissent, mais pas évidentes si on est béotien. Qu'est-ce que c'est, de quoi on parle quand on parle de raccordement, de quoi on parle quand on parle d'atterrage, quels sont les enjeux techniques
selon les choix d'implantation de l'éolien en mer? Est-ce qu'il y a des différences entre les techniques d'éolien posé ou d'éolien flottant sur le raccordement? De la même manière, selon que les parcs soient regroupés ou dispersés, loin ou proche du rivage, comment est-ce que tout ça a des impacts sur les enjeux de raccordement? Ensuite, nous verrons avec la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, que je remercie vivement d'avoir accepté de participer à nos côtés ce soir, quels sont les enjeux économiques et financiers de ces raccordements et est-ce qu'on peut évaluer les coûts de raccordement selon les différentes hypothèses d'implantation de l'éolien en mer, quels impacts ça a sur le prix de l'énergie et finalement quelles conséquences pour le consommateur final. Dans un deuxième temps, nous vous proposons d'aborder les enjeux environnementaux du raccordement de l'éolien en mer et ses impacts sur les territoires. À nouveau, une intervention de RTE avec Delphine Porfirio et des contrepoints d'acteurs avec le parc marin de la Côte Bleue, Madame Marie Bravo-Monin, sa directrice, que je remercie aussi d'être parmi nous ce soir, et des acteurs portuaires, le port de Fos-Marseille, avec Monsieur Philippe Affre, qui est commandant du port, et Monsieur Rémi Constantino, qui est le directeur général adjoint, et Aropa Port, qui sera représenté par Monsieur Édouard Vincent, responsable de l'action territoriale. Je remercie très chaleureusement ces acteurs de se prêter au jeu du débat public à nos côtés ce soir. Ils nous donneront leur point de vue, leur regard d'acteurs sur les enjeux du raccordement vus de la Terre et vus de leurs activités. Et enfin, nous vous invitons dans un troisième temps à un exercice prospectif qui vous invite à vous projeter sur l'horizon de 10 ans. Quel serait l'impact du développement de l'éolien en mer sur la planification de l'évolution du réseau électrique terrestre, puisque RTE est en train d'élaborer son prochain schéma décennal de développement du réseau. Et nous avons demandé à Madame Chloé Latour, qui est responsable de la stratégie industrielle de RTE, de nous exposer comment cette planification intègre les hypothèses de développement de l'éolien en mer et quels sont les grands enjeux de cette planification. Évidemment, ces temps de présentation seront ponctués de temps d'échange avec vous et nous vous invitons à poser des questions dans le chat dont ma collègue Natacha Perrault fera la synthèse et puis ensuite, comme d'habitude, nous prendrons quelques questions entre chaque intervention. Voilà, merci de participer et nous allons tout de suite donner la parole à RTE. Voilà, donc j'invite Monsieur Étienne Serre à activer sa caméra donc, et à nous introduire cette première séquence sur la technologie d'éolien en mer et les conditions de raccordement pour 5 petites minutes. C'est à vous. Bonjour, donc je m'appelle Étienne Serre, je coordonne la participation de RTE à ce débat public. Comme l'a dit Isabelle Barthes, je vais vous présenter très rapidement, en partant des éoliennes vers la Terre, ce qu'est un raccordement à courant continu, qui est le standard qu'on va développer pour les futurs parcs. Donc, on part des éoliennes et on installe un poste électrique en mer avec une station de conversion qui convertit le courant alternatif en courant continu. Puis, on part vers la Terre avec des liaisons sous-marines qui sont généralement ensouillées, c'est-à-dire enfouies au fond de l'eau, ou quand on ne peut pas, protégées par soit des cailloux, de l'enrochement, soit des matelas de béton, par exemple. Transparent suivant. La jonction avec la Terre s'effectue au moyen d'une chambre de jonction d'atterrage qui permet de relier les câbles sous-marins et les câbles souterrains. Pourquoi on a besoin d'une chambre de jonction? Parce que la technique des câbles sous-marins et des câbles souterrains est différente. Donc on fait cette chambre de jonction, on la rebouche, et une fois les travaux effectués, comme vous le voyez sur la photo, c'est une photo d'une plage pour le raccordement de Saint-Nazaire, on ne voit plus rien une fois que les travaux ont été réalisés. Transparent suivant. Ensuite, on part avec un câble souterrain jusqu'à une station de conversion qui va transformer le courant continu en courant alternatif. Et cette station de conversion est en général située juste à côté d'un poste électrique existant. Là, on a l'exemple d'une station de conversion située juste à côté du poste de Tourbe dans le Calvados.
Ce que nous proposons comme projet, comme technique pour ces futurs parcs, c'est des raccordements standardisés en courant continu au vu de la puissance et de l'éloignement. Nous avons deux standards, un standard à 1 gigawatt en 320 kV continu, avec des postes en mer qui font de l'ordre de 10 à 12 000 tonnes, et en 525 kV, donc avec des tensions plus élevées et plus de puissance, puisqu'on peut transmettre jusqu'à 2 gigawatts avec une plateforme qui est plus importante et qui fait dans les 20 à 25 000 tonnes. En 320 kV, on a deux câbles. En 525 kV, on a deux gros câbles et un câble un petit peu plus petit. L'emprise est de l'ordre d'à peu près 50 cm dans le fond marin. Transparent suivant. Nous avons été pas mal interrogés dans le cadre du débat, en particulier sur la façade Namo, sur les limites technologiques que nous avons pour l'éloignement des parcs en mer. Donc, notre vision, c'est que nous ne pourrons pas développer de postes en mer à courant continu flottant avant 2040, et ce pour deux raisons. Il n'y a pas de système de câbles dynamiques très haute tension en courant continu capable d'accompagner les mouvements d'une telle plateforme. On ne les voit pas développer avant 2040. Et le second point, c'est qu'à l'intérieur d'une station de conversion, on a pas mal d'équipements électroniques dont on ne connaît pas la résistance aux accélérations associées au mouvement de cette même plateforme. En conséquence, on considère que d'ici 2040, on ne pourra avoir que des postes électriques en mer posés jusqu'à une bathymétrie de 100 mètres. Néanmoins, on a engagé des projets de R&D, dont un qui s'appelle RODE, qui est subventionné par l'ADEME et qui est mené en collaboration avec les chantiers de l'Atlantique, donc les fabricants de postes en mer, et puis d'autres participants tels que Nexans, qui lui fabrique des câbles. Transparent suivant. Alors, qu'est-ce que ça donne en matière d'éloignement? On est en train de travailler sur une carte qu'on fournira sur le site du débat, qui montre ce qu'on peut couvrir avec un poste en mer posé jusqu'à une bathymétrie de 100 mètres. C'est ce qu'on a en vert foncé. Et on a mis un buffer de 20 km qui correspond à peu près à l'éloignement maximal de la dernière éolienne qu'on pourrait raccorder sur ce poste en mer. Donc on voit sur cette carte que ça permet quand même de couvrir pas mal de choses, pas mal de surface d'ici 2040. Un autre point qui nous a aussi été un questionnement qui est assez récurrent toujours sur la même façade, c'est que coûterait un éloignement supplémentaire. Dans le cadre de la consultation du schéma décennal dont Chloé parlera un petit peu plus tard, nous avons publié les coûts unitaires des liaisons sous-marines 320 kV et 525 kV que vous voyez ici. Vous avez une fourchette de coûts. Donc c'est le coût en millions d'euros du kilomètre, et ces coûts sont valables jusqu'à la centaine de mètres dont je parlais. De même, pour le poste électrique en mer, on estime qu'on a un surcoût d'environ 30 à 50 millions d'euros quand on augmente la profondeur d'environ 10 mètres, toujours avec la limite de 100 mètres. Voilà, j'espère que j'étais clair. Beaucoup. Oui, et que j'ai merci tenu beaucoup. le timing. Oui, merci beaucoup. C'est un exercice pas facile, mais vous avez tenu le timing, donc merci encore. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Romain Picard, chargé de mission de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, et Sarah Rami, chef du département raccordement des réseaux intelligents. Voilà, donc c'est à vous, Monsieur Picard, pour quelques minutes. Bonjour, merci beaucoup de recevoir la CRE dans cette instance. Slide suivant, parce que là, je ne me vois pas encore. Oui, et moi, mon collègue de la régie est juste en train de les retrouver parce qu'on les De a. les charger, d'accord, pas de Voilà, c'est problème. ça. Je vais commencer par présenter la CRE Merci même beaucoup. a cappella, ça sera pas, c'est pas très important d'avoir les slides pour ça. Donc la Commission de régulation de l'énergie est une autorité administrative indépendante comme la CNDP. Voilà, elle veille pour sa part au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz en France, au bénéfice du consommateur final et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique.
Elle vise à garantir l'indépendance des gestionnaires de réseau, donc comme RTE, en l'occurrence gestionnaire de réseau de transport d'électricité, mais aussi à établir des règles harmonisées de bon fonctionnement des marchés et s'assurer de la concurrence entre fournisseurs au profit des consommateurs et veiller à ce que les consommateurs obtiennent le meilleur service au meilleur prix. Donc notamment tout cela en régulant les réseaux de gaz, d'électricité qui sont des monopoles en France et en veillant à la bonne information des consommateurs. Donc, très bien, c'est le slide suivant. Donc, qu'est-ce que le raccordement? Donc, RTE l'a déjà présenté, c'est connecter physiquement au réseau d'électricité une installation de façon à pouvoir échanger la puissance. Le raccordement, c'est un préalable à l'accès au réseau pour les utilisateurs du réseau d'énergie. Et ça doit se faire en optimisant les coûts, le partage des coûts ainsi que les délais de raccordement sont un enjeu très important avec des conséquences sur les réseaux, mais aussi sur leur développement et ainsi que sur le développement de la production et de la décarbonation de l'industrie. Donc, en la matière, la CRE définit le tarif d'utilisation des réseaux payés par les consommateurs et couvrant notamment une partie des coûts de raccordement qui n'est pas facturé au moment du raccordement des utilisateurs. Elle a mis en place des régulations incitatives sur les délais de raccordement. Elle approuve les programmes d'investissement de RTE. Elle approuve les barèmes de raccordement. Elle analyse aussi les méthodes de dimensionnement, précise les conditions de raccordement, audite les processus internes de raccordement des gestionnaires pour s'assurer de leur efficacité. Et quand tout cela finit par ne pas aller bien, eh bien on peut régler aussi les différends entre les demandeurs et les gestionnaires de réseau. Alors, qui paie quoi dans le raccordement? Si on parle d'un raccordement de monsieur ou madame Michu, eh bien, il y a 3 éléments à prendre en compte. Le branchement, c'est uniquement en basse tension, c'est la partie du réseau public qui arrive chez vous. L'extension, c'est les ouvrages qui sont créés ou remplacés au niveau de tension de raccordement entre ce branchement et le réseau existant. Et puis, le renforcement, c'est tout ce qui est au-dessus. Qu'est-ce qu'on paye dans ces éléments-là? Eh bien, alors, le branchement est à la charge du demandeur, moyennant une réfaction, c'est-à-dire une réduction, une remise de 40%. Cette remise, si elle n'est pas payée par le demandeur, elle est couverte par le tarif, c'est-à-dire que tous les utilisateurs la payent pour lui. Lui-même aussi, puisqu'il devient utilisateur, mais aussi tous les utilisateurs déjà existants. Le traitement de l'extension dépend de la situation, c'est-à-dire que soit on est dans une ZAC et c'est l'aménageur, puisque l'aménageur n'est pas un demandeur, mais il sera distributeur de parcelles, il est redevable des coûts d'extension, et dans les autres cas, les demandeurs du raccordement sont redevables des coûts, et cette extension est elle-même réfactée en fonction du type d'utilisateur, 40% pour un consommateur par exemple, jusqu'à 0% pour un producteur de non renouvelable ou en transport. Et le dernier point, le renforcement, lui, est couvert à 100% par le tarif d'utilisation, c'est-à-dire que quand vous vous raccordez et qu'il y a du renforcement, ce n'est pas l'utilisateur qui se raccorde qui le paye, mais tous les utilisateurs. Pour les producteurs, il y a un régime, pour les producteurs d'énergie renouvelable, pardon, il y a un régime spécifique qui se fait au travers d'un schéma régional. Donc chaque région a son schéma et qui définit en fait une série d'ouvrages qui seront payés par tous les producteurs qui souhaiteront se raccorder dans le schéma et en fait qui est tartiné sur cet ensemble d'utilisateurs. De manière simplifiée, c'est que l'utilisateur producteur qui se raccorde paye ses ouvrages propres, c'est-à-dire ce qu'il lui faut pour aller jusqu'aux ouvrages du schéma, et il paye une quote-part de tous les ouvrages du schéma, mais ce qui évite que le premier qui arrive ait de gros coûts et que finalement il soit rebuté par cet énorme coût et qu'il soit tartiné entre guillemets sur tous les producteurs qui souhaitent se raccorder. Dans ce cadre-là, les producteurs d'énergie renouvelable bénéficient d'une réfaction qui varie entre 60% en basse tension jusqu'à 0% pour les installations de plusieurs mégawatts. Ce qui veut dire que les petits producteurs, finalement, payent relativement peu puisqu'ils bénéficient d'une grosse réfaction et accessoirement, ils sont exemptés de quote-part. Slide suivante. Alors, maintenant, on va passer au cas très spécifique du raccordement offshore. Dans les raccordements offshore, alors RTE vous a présenté déjà ce qu'il compte faire pour le futur. Moi, je vais vous parler un peu du
passé, même si c'est un passé récent, il y a eu déjà des premiers appels d'offres. Et dans ces premiers appels d'offres, le raccordement s'arrêtait à la plateforme. La plateforme était faite par le producteur. Et sinon, comme RTE vous l'a dit, il y a une liaison sous-marine qui est faite par RTE, la jonction d'atterrage et la liaison souterraine qui était faite par RTE. Les raccordements dans ce cadre-là, des premiers appels d'offres, étaient couvertes par le tarif à 100%. Les producteurs ne payaient pas ces câbles. Il y a un autre cadre qui a été mis en œuvre de façon très spécifique pour 3 parcs en Méditerranée, qui est un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par l'ADEME. Et dans ce cadre-là, on était sur de l'éolien flottant avec 3 machines. Ces machines sont raccordées directement par aussi une liaison sous-marine avec jonction et liaison souterraine, mais elles devaient payer leur raccordement. Ce raccordement est quand même nettement moins cher, et on le verra par la suite, puisque ces machines sont de très faible puissance. Et alors, pour la suite, on arrive sur le futur, et donc là, il y a le raccordement en haute tension flottant, le raccordement en haute tension posée, en courant continu et en courant alternatif, mais comme RTE en a déjà parlé, on va passer donc sur le slide avec les coûts des budgets de raccordement. Donc on s'aperçoit que sur les premiers appels d'offres, les coûts de raccordement varient entre environ 200 millions et 370 millions, avec une moyenne aux alentours de 250 millions d'euros pour des parcs faisant à peu près 500 mégawatts. Ces coûts de budget cible sont validés par la CRE, puisque ce sont des travaux qui sont réalisés par RTE et qui doivent intégrer le tarif d'utilisation. Pour les appels à manifestation d'intérêt, les coûts sont, comme je vous l'ai dit, nettement moindres, aux alentours de 40 millions. Pour ceux qui sont faits par RTE, il y a un cas spécifique qui est le cas de Faraman, du côté de Fos, où le producteur a réalisé lui-même son raccordement, ce qui est une possibilité, et je n'ai donc pas le coût de ce raccordement, puisque la CRE n'a pas eu à le valider. RTE a bien respecté les délais de coût de raccordement pour ces parcs, et pour l'instant, il n'y a pas de problématique. Le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, sur les futurs appels d'offres qui sont déjà décidés. Donc, RTE est en cours de passation des commandes, et donc sur les AO 4 à 8, les résultats des appels d'offres ne sont pas encore connus, mais RTE constate, et on l'a déjà nous aussi vu avec nos collègues européens, de fortes tensions sur l'approvisionnement des composants, que sont les postes et les câbles, notamment sur les matériels à courant continu. Ces tensions sont déjà vues notamment sur d'autres on va dire, problématiques qu'RTE gère, qui sont les interconnexions qui se font au travers de voies maritimes comme celle avec l'Irlande, Celtique, ou celle avec l'Espagne, Golfe de Gascogne, et pourrait s'accentuer du fait de la forte augmentation de la demande internationale. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs gestionnaires qui font état d'un besoin de sécurisation d'approvisionnement de ce type de matériel. Il y a un peu une course à l'échalote des parcs et des câbles et des postes en mer. Donc, la CRE a considéré que les coûts prévisionnels de raccordement seraient sans doute supérieurs à ceux qui avaient été anticipés, environ 1,2 milliard d'euros par gigawatt dans le schéma décennal de 2019. Et c'est les chiffres que vous donnent les éléments qu'a affiché RTE précédemment. Dans sa consultation en cours, RTE affiche une fourchette qui, quand on prend les éléments qu'a présenté RTE, on arrive entre 1 et 2 milliards d'euros par gigawatt. Et on espère que ces chiffres seront affinés dans le futur schéma décennal après la consultation de RTE de ses fournisseurs, notamment en tenant compte des marchés. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc là, on sait que RTE, dans son schéma, annonce déjà qu'il y aura 100 milliards d'euros environ à horizon 2040, en intégrant 26 à 27 gigawatts d'offshore.
Si on considère la fourchette des coûts affichés par RTE, la part de l'offshore dans l'ensemble des investissements sera significative. Ces montants seront affinés dans la version finale du schéma sur laquelle la Creux doit rendre un avis. Là, on peut dire que RTE se prépare actuellement à une stratégie de contractualisation pour l'achat d'ouvrages de raccordement qui pourrait être décidée dans la prochaine décennie, en cohérence avec les objectifs affichés par le gouvernement au sein du pacte éolien en mer. La Creux considère important que la programmation du futur programme, en particulier du cadencement par zone, intègre les contraintes liées au raccordement, parce qu'effectivement, on se rend compte que c'est un élément qui va être extrêmement coûteux et qui se répercutera sur l'ensemble des utilisateurs. Et je vous remercie puisque j'ai fini ma présentation et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Picard, pour ces explications sur une thématique assez complexe. Je vais me tourner vers ma collègue Natacha Perrault, qui est membre de l'équipe du débat, qui a suivi le chat pendant votre présentation, enfin vos présentations. Voilà, donc Natacha, je ne sais pas si tu as pu lire des questions de compréhension, des remarques, si tu voudrais nous les partager. Bonjour tout le monde. Non, alors il n'y a pas encore de questions dans le chat, seulement une question de demande d'explication pardon, d'un acronyme, mais ça a été répondu. Très bien. Donc pas plus. Ah si, il y en a de nouvelles qui arrivent. Donc deux questions. À quoi correspondent les zones en bleu le long du littoral dans la dernière slide de la Creux? Et une autre question, quelle est la limite physique des coûts de raccordement? Merci. Du coup, Monsieur Picard, peut-être que c'est pas Oui, si alors vous pouvez sur les zones en bleu, je peux commencer. Alors, je vais me défausser sur RTE puisque c'est, comme vous avez pu le constater sur ma slide, j'ai cité ma source, car il est bien de citer ses sources. Et c'est le schéma décennal, le projet de schéma décennal de RTE qui indique les futures zones envisagées pour développer de l'éolien en mer. Ce sont des zones qui sont pour l'instant à l'étude par le gouvernement pour y développer de l'éolien en mer. Mais ce ne sont pas des zones arrêtées, d'ailleurs, sont assez larges et assez vastes. C'est pas Oui, limitatif. c'est simplement une représentation graphique des fourchettes par façade maritime. On voit que ça couvre peu ou prou Manchester mer du Nord en haut, puis Namo, puis Sud-Atlantique et puis Méditerranée. Il n'y a aucune volonté de localisation dans la représentation de ces patatoïdes bleus. Ça marche, merci beaucoup. Je vais proposer qu'on passe à un temps d'échange. Je vois qu'il y a eu quelques questions dans le chat, pas beaucoup, mais peut-être que Isabelle, je ne sais pas si tu es là, si tu nous entends, peut-être relayer les questions ou s'il y en a toutefois. Oui, bien sûr. On va peut-être relayer les questions dans le chat et puis prendre quelques questions à main levée. Je vois quand même qu'il y a deux questions qui me paraissent importantes. C'est quelle est la limite physique des coûts de raccordement? Je pense que ça a été un petit peu évoqué déjà dans l'intervention de la Creux, mais peut-être qu'on pourrait que vous pouvez à deux voix, RTE et la Creux, répondre de manière un peu plus précise à cette question. Et puis, une question pour RTE, très certainement, quel est le coût annuel de fonctionnement des raccordements et de flexibilité pour garantir la production de chacun des trois grands parcs, Guérande, Saint-Brieuc et Fécamp? Ça c'est vraiment pour Étienne Serre s'il peut répondre là-dessus. Et puis une question sur les champs magnétiques. Est-ce qu'il y a des champs magnétiques en situation de pleine charge? Voilà, ces trois questions-là, peut-être, voilà, j'invite nos deux premiers intervenants à y répondre. S'ils en ont s'ils ont les informations nécessaires. Alors sur les puissances, je vais répondre, mais répéter ce qu'a dit RTE puisque il les a très justement dit. Sur les parcs qui sont raccordés en courant continu
à 320 kV. La puissance maximale que l'on peut faire transiter, c'est 1,250 gigawatts. C'est ce qui est prévu pour les plateformes qui seront mises en œuvre pour les appels d'offres 4, 8 et 7 de mémoire, c'est-à-dire Manche et Oléron. Voilà. Et les plateformes qui seraient alimentées en 525 kilovolts courant continu, l'ordre de grandeur, c'est aux alentours de 2 gigawatts, mais pour l'instant, on n'a pas de parc qui est envisagé pour l'instant, parce que c'est dans les futurs sans doute. Voilà. Mais ce serait 2 gigawatts pour cet ordre de grandeur. Merci beaucoup. Et puis, c'est une question que vous avez déjà évoquée aussi, mais on voit une question plus précise dans le chat. Est-ce que il semblerait que dans une délibération, la CRE ait mis en cause les prévisions de coûts de RTE en évoquant un renchérissement probable, mais vous l'avez dit dans les années à venir, compte tenu des tensions sur les matières premières. Et l'internaute vous demande si, tant au point de vue économique que de disponibilité physique des matériaux, notamment du cuivre, est-ce qu'il y a un moment où il ne faudra pas choisir entre les interconnexions et le développement de l'éolien en mer? Est-ce que c'est une question à laquelle la CRE pourrait d'ores et déjà répondre, ou RTE? J'imagine que vous avez des arguments l'un et l'autre sur ces questions-là. Alors, s'agissant du choix, c'est pas tant les interconnexions et ou les parcs en mer, puisque en fait le plus gros de la concurrence entre guillemets entre gestionnaires de réseau, puisque ce sont essentiellement des gestionnaires de réseau qui sont en concurrence au niveau européen, c'est sur les postes en mer, qu'ils soient à courant continu ou à courant alternatif, puisque les postes à terre à la limite sont un peu moins concurrentiels. Mais en fait, c'est donc cet élément-là. Et donc, c'est pas la question, c'est pas est-ce qu'on va plutôt choisir de faire des interconnexions ou plutôt faire des raccordements offshore, mais c'est est-ce que les raccordements offshore auront plutôt lieu dans d'autres pays ou bien plutôt en France, suivant comment le gestionnaire de réseau de transport de chacun des pays aura pu ou pas avoir des slots chez les fabricants de ces postes. Et alors, effectivement, aujourd'hui, il y a une certaine tension et donc il y a potentiellement une hausse des coûts. C'est pas une erreur de RTE, hein, c'est le marché qui s'est décanté de façon très spécifique. Alors, effectivement, il est toujours facile après de dire ah, si on avait su, on aurait acheté plus tôt. C'est aussi très compliqué de se dire on achète en avance si on ne sait pas ce qu'on veut développer. Donc, franchement, pour l'instant, RTE a une politique que la CRE a complètement validée. Elle s'inquiète des potentielles augmentations, mais n'incrimine pas RTE sur le sujet. Parfait, je vous remercie. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont plutôt pour la deuxième partie, hein, qui portent sur les enjeux, les impacts environnementaux. Mais j'ai une question qui porte sur le coût de l'AO6. Hein. Madame Bravo-Monin vous dit le coût pour l'AO6 n'a pas été présenté. Est-ce qu'on a une idée d'ordre de grandeur, et est-ce qu'il y a aussi à envisager un impact de ce renchérissement des coûts des matériaux? Alors sur l'AO6, on n'a pas les coûts définitifs parce que je ne sais plus déjà si on a fini l'AO6 et que il y a eu la décision du choix des lauréats. L'AO6 est un appel d'offres de mémoire flottant en Méditerranée avec deux postes de 750 mégawatts avec une première tranche pour chacun de ces postes de 250 mégawatts alimentés et des extensions possibles jusqu'à 500 mégawatts supplémentaires. Elles sont beaucoup moins touchées par les congestions qu'on évoquait parce que ce raccordement se faisant en courant alternatif, il n'y a pas besoin de stations de conversion offshore et donc la contrainte est moindre. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même de la tension et qu'il y aura sans doute un certain renchérissement par rapport aux premiers éléments de coût. Je ne les ai pas en tête là pour l'instant, mais ça ne devrait pas être, je l'espère,
aussi importants que potentiellement on les aurait sur les raccordements en courant continu. Merci beaucoup. Mais justement, vous parlez de courant continu, de courant alternatif. Et comme on a eu une question au tout début du chat, je me tourne plutôt vers Étienne Serre. Est-ce que vous pouvez rappeler les basiques? C'est quoi la différence courant alternatif, courant continu? Et en quoi les différences techniques ont une répercussion par rapport à ces questions-là? Votre micro. Excusez-moi, je vais essayer d'être bref parce que c'est un petit peu technique, mais bon, le courant continu, c'est ce que vous avez dans votre voiture, hein. Quand vous ouvrez le capot, vous avez une batterie, vous avez le plus, le moins. Donc c'est un courant qui est constant et qui ne varie pas, qui n'a pas une sinusoïde comme le courant alternatif. Le courant alternatif transporté par des câbles, qu'ils soient terrestres ou sous-marins, euh, est soumis à un effet qu'on appelle un effet capacitif qui fait que, pour prendre une image, quand on est en très haute tension, c'est un peu comme si on avait un tuyau d'eau percé de petits trous. Au bout d'une certaine longueur, il n'y a plus rien qui sort au bout parce que toute l'eau est sortie par les petits trous. Et ce phénomène, c'est le phénomène dit de capacitif, fait que le transport du courant alternatif sur de grandes longueurs par des câbles souterrains ou sous-marins nécessite d'avoir des postes de compensation tous les 40, 50, 60 km. Donc, ce n'est pas du tout appliqué pour le sous-marin, où on part sur la technologie de courant continu qui, intrinsèquement, ne connaît pas ce phénomène. Il n'y a pas d'effet capacitif avec du courant continu, donc c'est très adapté pour le transport de fortes quantités d'énergie sur de longues distances parce qu'on n'a pas ce courant capacitif. La contrepartie, c'est qu'on a besoin, à chaque extrémité, de stations de conversion pour retransformer le courant continu en courant alternatif parce que le réseau général de RTE, le réseau de transport, est en courant alternatif. C'est une technologie qui est assez ancienne. On a une liaison à courant continu qui fonctionne avec l'Angleterre depuis les années 80. Parfait, ben c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Alors, je prends deux dernières questions dans le chat et après, je vous propose qu'on passe à la séquence suivante. Il y a deux questions. Une sur un incident qui a eu lieu à Guérande en novembre 2023 et en janvier 2024. Et l'internaute vous demande quelle est la part liée au fonctionnement des sous-stations et la part liée au réseau de raccordement ou au problème de stabilité du réseau français et européen. Ça, c'est pour vous, Monsieur Serre. Et une autre question sur les coûts de raccordement prévus pour l'AO5 Sud-Bretagne éolien flottant. Peut-être ça sera plutôt Monsieur Picard, je ne sais pas. Alors pour les coûts de l'AO5 Bretagne, je ne les ai pas en tête, hein. Je ne peux pas répondre, je pourrais me renseigner, mais là, je ne les ai vraiment pas en tête. Pour les événements survenus, donc c'est pour Le parc de le parc Guérande, de, le 23, parc, janvier 24. je suis pas sûr que la problématique. Alors oui, ce qui a été effectivement indiqué par la Commission de régulation de l'énergie, c'est que pour ces premiers parcs, le poste en mer était de responsabilité du porteur du projet du parc en lui-même. Nous n'avions la responsabilité que de la liaison jusqu'au parc. D'accord? Ce que je peux vous dire, c'est que la liaison de notre poste jusqu'au parc a bien fonctionné. On n'a pas eu de souci. Le souci se situe plutôt sur le poste en mer du côté du producteur. Bien sûr, pour les futurs appels d'offres, le poste en mer sera de responsabilité RTE. Et donc, s'il y a un incident dans ce poste, ça sera effectivement géré par nous. Parfait, merci beaucoup. Je vous propose, alors je précise évidemment que si il y a des questions qui sont posées dans le chat auxquelles vous n'avez pas de réponse à l'instant, bien évidemment, on les mettra sur notre système de questions-réponses sur la plateforme et vous obtiendrez une réponse dont nous vérifierons évidemment la complétude. Il y a des questions qui sont en lien avec les impacts sur l'environnement et sur les territoires. On les verra dans la deuxième partie. Et je vous propose qu'on enchaîne avec la deuxième intervention. Merci Isabelle. Effectivement, nous allons passer à la seconde séquence consacrée aux impacts sur les activités maritimes et sur la biodiversité. Donc, je vais inviter Madame Delphine Porfirio à activer sa caméra, qui est directrice du département concertation et environnement de RTE.
Je ne sais pas si Mme Porphyrio, vous nous entendez. Oui, tout à fait. Est-ce que vous Ah, m'entendez? super. Oui, très bien. Et on vous voit bien. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à la CNDP d'organiser cet atelier débat aujourd'hui. Donc, Étienne Serre vous a présenté l'aspect technologique du raccordement des parcs éoliens en mer jusqu'au réseau terrestre, et je vais vous parler des aspects liés aux impacts sur l'environnement. Donc, comme pour tout projet en fait mené par RTE, il est absolument essentiel de bien identifier dans le cadre de chaque projet les impacts potentiels des infrastructures donc sur l'environnement, et les identifier à la base, ça nous permettra également en premier lieu de les éviter, d'éviter les impacts, et ensuite, dans le cas où on ne peut pas éviter un certain nombre d'impacts, de réduire les impacts sur l'environnement. Et c'est ce qui va guider la conception de nos projets et ensuite la façon dont on va mener les travaux, puis l'exploitation de nos ouvrages. Donc pour cela, on dispose d'un certain nombre de connaissances bibliographiques, mais également d'informations qui sont issues de nombreuses campagnes de mesures environnementales, et également d'un certain nombre de projets sur lesquels on est engagé, des projets de R&D sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Donc sur la diapo suivante, on peut voir dans un premier temps une identification des effets potentiels d'une liaison sous-marine sur l'environnement. Donc sur cette illustration, vous trouvez à droite des effets qu'on est susceptible de rencontrer en phase travaux, et à gauche des effets qu'on est susceptible de rencontrer en phase exploitation, c'est-à-dire une fois que la ligne, le câble est posé sur le fond marin. Donc en phase travaux, finalement, donc on a un certain nombre d'impacts qui ne sont pas spécifiques vraiment à des travaux de pose de liaison sous-marine, mais qui vont être liés en fait au passage d'engins de pose et d'ensouillage des câbles sur le fond marin, au bruit qui va être généré en fait par les navires, et également à l'augmentation de la turbidité. Donc, qu'est-ce que c'est que la turbidité? C'est la teneur en fait en matière et en sédiments qu'on peut trouver dans l'eau. Donc, ces impacts, pour la plupart, donc, ils ne sont pas spécifiques aux liaisons sous-marines. Et, ils font l'objet d'un niveau de connaissance qui est jugé aujourd'hui satisfaisant, et sur lequel on peut mettre en place un certain nombre de mesures pour les limiter. Et en fait, ils sont temporaires pendant la durée des travaux. Certains, par exemple, quand on parle de turbidité, ça va durer quelques heures. Et ensuite, on va revenir à un état normal. Ensuite, une fois qu'on est en phase d'exploitation, lorsque la ligne est posée au fond de la mer, eh bien, comme vous l'aviez vu tout à l'heure dans les diapos qui ont été présentés par Étienne Serre, la ligne, elle est sous le sable ou sous des roches ou sous des matelas en béton. Donc, une fois que le câble est mis en place, en fait, on a encore des impacts qui peuvent être liés au fait que les câbles génèrent des champs magnétiques, peuvent conduire à des modifications de la température de l'eau, et également sur ces câbles peuvent se produire des effets qu'on appelle l'effet récif, sur lequel naturellement la faune et la flore vont coloniser en fait l'espace, et donc en fait comme vous savez, quand on a des épaves par exemple au fond de l'eau, on constate un développement de la biodiversité. Ceci dit, juste une dernière chose avant de passer, on parle de l'environnement, mais on peut parler également des activités marines, puisque une fois que le câble en fait est en place, il n'y a pas de restriction pour les activités de pêche en particulier. Donc on peut continuer à exercer de la pêche au regard de ces liaisons sous-marines. Si on passe effectivement au poste en mer, donc le poste en mer tel qu'on vous le présente dans cette illustration, donc il est composé d'une partie qui est immergée et d'une partie qui est émergée. Sur la partie immergée, donc en phase travaux, ce qu'il faut avoir en tête, et je pense que c'est l'enjeu le plus fort pour nous actuellement,
En phase travaux, donc vous allez avoir des fondations à réaliser. Et pour réaliser ces fondations, ça fait du bruit. Et donc, il peut y avoir un impact par rapport donc, aux mammifères marins qui peuvent évoluer à proximité. Impact, donc, il faut absolument maîtriser. Ensuite, donc, le reste des impacts en phase travaux est relativement similaire aux impacts qu'on peut trouver sur une liaison sous-marine. Ensuite, en phase d'exploitation, eh bien, vous avez des impacts donc, liés à la partie immergée. Autour de cette partie immergée, il y aura une restriction de pêche. Donc, finalement, ça va créer pour les biodiversités un effet réserve où les poissons vont pouvoir se reproduire donc, sous la plateforme et aux alentours donc, de la structure qui soutient la plateforme. Et enfin, donc, sur la partie émergée, eh bien, il peut y avoir des impacts par rapport à l'avifaune, par rapport aux oiseaux. Soit, effectivement, il peut y avoir des collisions, mais il peut également y avoir des effets où cette structure va permettre aux oiseaux de se poser ou de nicher, voilà, donc sur cette partie qui est émergée. Très rapidement, sur les diapos suivantes, on vous a présenté quelques exemples de mesures qu'on est amené à prendre. Donc, toujours, ce qui va guider en fait notre réflexion, c'est en priorité d'éviter les impacts sur l'environnement. La chose la plus évidente, en fait, c'est d'adopter un tracé en fait, qui va éviter les endroits les plus sensibles d'un point de vue environnemental. On vous a mis une photo là d'un herbier, mais c'est également des choses qu'on fait sur d'autres types de biodiversité intéressantes et sensibles. Par exemple, sur le parc de Saint-Nazaire, pour le raccordement, on a évité des récifs d'hermelles. Vous savez, ce sont des petits vers là, qui construisent des récifs en fait, dans les fonds marins. Donc, toutes les études qu'on mène en fait et qui sont systématiques, qu'on va mener avant, pendant et après les travaux, vont nous permettre justement d'identifier les impacts, les sensibilités les plus importantes et ensuite de déterminer les mesures les plus propices à prendre en compte. Dans la diapo suivante, on vous présente un exemple donc, de mesures de réduction. C'est bien la diapo suivante. Oui, voilà, on voit un observateur donc, qui est sur un navire et qui va observer les mammifères marins pour, d'une part, vérifier donc, l'absence de mammifères marins à proximité donc, de notre zone de travaux. Et en particulier, par exemple, lorsqu'on va procéder aux fondations donc, du poste en mer, il faut battre des pieux, donc ça fait du bruit sous l'eau. Et on va, en fait, petit à petit, on ne va pas partir sur un bruit très fort dès le départ, on va faire des choses très progressives pour s'assurer finalement de faire en sorte que les mammifères marins évitent la zone et partent plus loin et qu'ils ne soient pas impactés par nos travaux en termes de bruit. Enfin, encore une diapo sur les mesures de suivi. Donc, je vous le disais, systématiquement, pour chaque projet, on va donc faire de très nombreuses études techniques et environnementales donc, pour pouvoir caractériser la richesse en fait en termes de faune et de flore, donc aussi bien au fond de l'eau, dans ce qu'on appelle la partie benthique, et également donc, sur la colonne d'eau, qu'on appelle la partie halieutique, donc toutes les espèces qui peuvent vivre dans la zone considérée. Enfin, en toute dernière diapo, on vous présente une diapo sur laquelle je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est pour vous montrer qu'on est engagé au niveau de RTE dans plus d'une dizaine de projets de recherche et développement sur le sujet pour bien comprendre un certain nombre de phénomènes, donc des projets qui sont menés par des instituts de recherche tels que France Énergie Marine ou encore l'Ifremer, et donc qui vont porter sur des sujets divers et variés, qui vont des effets des projets sur le fonctionnement des écosystèmes marins à la dynamique sédimentaire et écosystémique des dunes sous-marines. Également, bien évidemment, les effets des champs magnétiques donc sur des juvéniles de poissons
ou encore, là je vous en cite quelques-uns, une analyse éco-toxicologique, donc des protections cathodiques. Parce que pour nous, c'est absolument essentiel de progresser sur cette connaissance pour ensuite agir le mieux possible pour éviter les impacts sur l'environnement. C'est notre démarche. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons passer maintenant à une réaction de la part de plusieurs intervenants, donc notamment Madame Marie Bravo-Monin, directrice du parc marin de la Côte Bleue, Monsieur Philippe Affre, commandant du port de Marseille-Fos, aux côtés de Rémi Constantino, directeur général adjoint du port de Marseille-Fos, et enfin Édouard Vincent, responsable de l'action territoriale chez Aropa Port. Voilà, donc nous allons vous inviter à réagir à ce qui vous a été présenté. Je vais aussi demander à ma collègue Isabelle Barthes si pouvoir activer sa caméra pour animer ce temps d'échange. Oui, merci beaucoup Olivia. Je propose qu'on passe tout de suite la parole à Madame Bravo-Monin parce que je sais que vous avez des contraintes horaires. Donc voilà, si vous voulez bien réagir à cette présentation qui vient d'être faite, Aussi le temps. voilà, pour que on aura un temps d'échange On ne peut avec. pas y arriver à l'heure. Je vais demander aux personnes qui ne sont pas à l'écran tout de suite de couper leur micro. Voilà. Voilà, Madame Bravo-Monin, vous êtes directrice du parc marin de la Côte Bleue et ça serait intéressant d'avoir votre réaction et les interrogations que vous avez commencé à mettre quelques-unes dans le chat, mais les interrogations que vous vous posez par rapport à ces enjeux de raccordement qui ont été présentés de manière très claire par Delphine Porfirio. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité ce soir et de me donner la parole. Oui, nous, on est concernés par l'étude de raccordement de la O6, du coup, mais qui donc est en courant alternatif et pas en courant continu, donc qui est issu du débat de 2021. Donc c'est un petit peu différent, mais on est confronté au même problématique ou en tout cas questionnement. Et c'est vrai que dans la présentation de Madame Porfirio, il n'y a pas la question de l'atterrage proprement parlé à terre, sur l'interface terre-mer. Et nous, c'est vrai que c'est sur cet aspect-là en particulier qu'on a des interrogations, en plus des éléments qu'elle a présentés, hein, qui sont très complets, avec toutes ces études en cours ou sur lesquelles on a encore pas mal d'interrogations sur, voilà, certains on commence à avoir des réponses, d'autres on n'en a pas du tout. Et voilà, sur notre territoire, il est question de passer en tunnelier, donc il y a encore des questions de vibration, donc de micro-tunneliers sont des tunneliers de 2 mètres de diamètre, donc voilà, ce sont des gros travaux, on est voilà, avec des impacts sur la vibration, sur l'impact à terre. La photo qui a été présentée, c'était des travaux sur zone de sable, mais quand on se retrouve sur des zones de roche où vous n'avez pas l'épaisseur de sable nécessaire pour faire un ensouillage comme ça a été présenté, et où on se trouve à proximité d'habitats comment dire, prioritaires. Donc nous, on a de l'herbier de Posidonie, on a des roches coralligènes. Voilà, il y a tous ces questionnements qui se posent. Et alors, on est vraiment sur des prérogatives, notamment dans les cahiers techniques de l'OFB, donc Office français de la biodiversité, sur avoir à éviter vraiment de passer ou à proximité ou dans ces zones d'habitat prioritaire. Et voilà, donc l'ensouillement, c'est, voilà, vous avez donné des informations sur le fait que c'était quelques heures, mais l'Ifremer parle d'un rayon d'1 km² sur le panache de cet ensouillement. On sait aussi les contraintes en mer que peuvent avoir la météo sur les périodes où sont faits ces travaux et que ça ne se passe absolument jamais comme c'est prévu sur le papier, même si on a toujours beaucoup envisagé de choses. Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. Et notamment, j'ai vu dans le chat qu'il y avait pas mal d'interrogations de structures par rapport à des enjeux de statut de territoire. Voilà, sur la Côte Bleue, on est labellisé liste verte. Donc c'est en gros la plus haute reconnaissance de conservation au niveau international par l'Union internationale de conservation pour la nature. Donc, on se pose un peu des questions, voilà, sur la pertinence d'aller faire des tests
comment dire, de techniques expérimentales, puisque ça n'a pas encore été fait, hein, ces systèmes de tunneliers dont je vous parle, qui ne sont pas actés, hein, on est toujours dans les phases d'études et d'échanges dans le cadre de la concertation pour ce raccordement, puisque c'est un processus qui est très long, ça aussi, il faut le savoir, hein, il y a une bonne année, là voilà, les travaux d'études environnementales ont commencé depuis plus d'un an maintenant. Mais voilà, c'est très long, mais ça demande d'être attentif aussi à tous les moments, puisqu'il y a plusieurs interlocuteurs, plusieurs visions sur le territoire, et on sait que c'est pas facile, mais l'idée, c'est de choisir comment dire, ce qu'on appelle le tracé de moindre impact. Mais voilà, quand on n'a pas tous les paramètres, quand on n'a pas toutes les données et qu'on est toujours dans l'expérimental, c'est compliqué de choisir un tracé sans savoir déjà quels vont être ces impacts, ou en tout cas de savoir les estimer. Voilà, ben, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Après, je peux compléter si vous voulez. Merci beaucoup. Je propose à Mme Porfirio de répondre peut-être déjà sur ces points-là, et puis on prendra ensuite les interventions des acteurs portuaires en suivant. Oui, merci. Ben, effectivement, ce qu'a dit Madame Bravo-Monin, c'est exactement le reflet du travail qu'on mène ensemble, justement pour définir et identifier en fait tous les impacts. Quand on arrive dans une zone, la première chose à faire, c'est effectivement d'identifier quelles sont les sensibilités environnementales. Et ça prend du temps, et c'est ce qu'a effectivement dit Madame Bravo-Monin. Et voilà, enfin, c'est une chose qu'on fait avec les personnes qui gèrent les parcs marins, qui sont les premières personnes qui savent, enfin, qui connaissent l'environnement. Et voilà, donc effectivement, ça prend du temps, mais c'est absolument nécessaire pour ensuite définir la meilleure façon de passer notre câble ensuite derrière. Merci beaucoup. Madame Bravo, vous voulez réagir à ça? Vous voulez ajouter un autre commentaire? Peut-être attirer l'attention de RTE sur des points plus précis éventuellement? Oui, bah, on échange déjà bien avec RTE. On constate aussi que le niveau d'information en fonction de l'interlocuteur n'est pas forcément le même. Ça, c'est un gros regret que l'on a, ou en tout cas sur la précision de l'information. Mais c'est surtout que, en fait, dans l'absence de connaissances, on envisage quand même de passer par des territoires qui sont à fort enjeu environnementaux. C'est plus ça le questionnement qu'on a actuellement. Et on sait que les projets d'éolien à venir vont aussi impacter les choix qui vont être faits maintenant. Et ça, c'est compliqué parce qu'on nous dit, mais non, on est indépendant, mais on garde quand même quelque part en tête qu'il y a d'autres choses qui arrivent derrière. Et on se retrouve à dire, ben voilà, est-ce que, ben tant pis, on va quand même aller tester. Pourquoi on condamne sans avoir testé? Sauf qu'en fait, les impacts qu'on va avoir, c'est sur des habitats qui mettent plus de 40 ans pour être stable. Le coralligène, on estime qu'il faut qu'il ait plus de 40 ans. Et l'herbier de Posidonie, on est sur des espèces qui sont pluricentenaires. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc on garde dans la balance de quand même se dire, ben, on ne sait pas, donc pourquoi on dit non? Mais d'un autre côté, une fois que c'est fait, ça sera trop tard. Donc, on a quand même cette interrogation qui est pendante, et sur le fait, voilà, qu'on puisse mettre dans la balance voilà, un territoire qui a beaucoup d'années de gestion et une reconnaissance, voilà, qui est internationale. Merci beaucoup. Je vois que Étienne Serre a levé la main, donc je vais lui proposer de répondre brièvement, et puis on va passer ensuite au témoignage des acteurs portuaires. Oui, c'était pour agir par rapport aux propos de Madame la directrice. Évidemment, les zones de type Posidonie et coralligène sont à éviter, mais j'imagine bien que en plus, je suis plongeur, donc je connais un peu la zone. J'imagine bien qu'il n'y a pas de la Posidonie et du coralligène partout, et qu'il y a peut-être la possibilité de trouver un chemin qui évite les zones les plus sensibles, typiquement les 2 zones de protection forte du parc, sans pour autant porter atteinte à l'intégrité du parc marin. On a des lignes aériennes dans des parcs naturels terrestres qui ne portent pas forcément atteinte aux objectifs de conservation des parcs. Par contre, il y a des zones qu'on évite, c'est clair. Je vais peut-être pas monopoliser tout le sujet, mais
concrètement, en fait, on a déjà ces études et ces échanges avec RTE. En fait, le problème, c'est qu'il faut des épaisseurs de sable sur le territoire et que derrière, il y a des enjeux terrestres aussi. Et actuellement, aussi bien sur notre conseil scientifique que sur les experts liste verte, le positionnement n'est pas favorable au vu des enjeux, ou en tout cas des solutions qui sont envisagées actuellement et des interrogations et des contraintes qui sont soulevées dans l'état actuel des échanges et des connaissances. Voilà. Et donc, comme vous l'avez dit, mais nous, on a le plus grand herbier continu des Bouches-du-Rhône et on n'est pas sur la même technologie, on est sur 3 gaines. Donc, on a besoin de 400 mètres de large à la côte. En tout cas, c'est ce qui nous est indiqué par RTE. Et là, c'est beaucoup plus difficile de trouver un passage sur la côte bleue avec ça, sans avoir, je vous dis, des impacts au plus terrestres derrière qui sont aussi sur des zones à fort enjeu environnementaux. Bien, merci beaucoup. Et comme vous dites, on va pas se centrer là-dessus, mais voilà, on voit qu'il y a des enjeux et que c'est extrêmement sensible. Je vous propose que, avant de passer aux échanges avec le public, on écoute maintenant les acteurs, les 2 acteurs portuaires, et qu'ensuite on prenne. Il y a pas mal de questions dans le chat, donc voilà, qu'on prenne ce temps pour échanger avec le public. Oui, bonjour, Philippe Offre, donc commandant du Grand Port Maritime de Marseille. Donc pour nous, l'enjeu, c'est l'intégration du câble et du passage du câble dans nos opérations maritimes en prenant en compte toutes les composantes qui se sont exprimées depuis maintenant le début, que ce soit des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, des enjeux de sécurité. Les zones d'atterrage traversent nos zones de mouillage. La zone de mouillage fait partie intégrante des fonctionnalités nécessaires à la vie d'un port, pour des raisons bien sûr opérationnelles, mais aussi pour des raisons de sécurité. Marseille est un port refuge et donc à ce titre est en capacité de, d'accueillir des navires pour qu'ils se mettent à l'abri pour des raisons X ou Y. Donc il y a un travail nécessaire de concertation qui doit être fait, qui a été fait en amont dans de nombreuses réunions avec RTE, avec les acteurs locaux, pêcheurs, le parc, les services de l'État, de manière à superposer toutes les contraintes et arriver à trouver, ce que disait Madame la directrice, à trouver le chemin qui représente le moins de contraintes possibles. Nous, pour notre part, nous pouvons amputer notre zone de mouillage, une de nos zones de mouillage de 20% de sa superficie pour justement permettre au câble d'arriver dans les meilleures conditions possibles sur la zone d'atterrage qui va être choisie. Donc, euh, je pense qu'avec la concertation, on arrive à trouver des solutions pour que tous les enjeux et tous les acteurs arrivent à conserver, arrivent à avoir, fait, que le projet ait une acceptabilité pour tous les acteurs. Euh, Donc voilà, pour nous, c'est l'enjeu principal en fait, hein, parce que le câble, quand il va traverser les zones de mouillage, même pour la sécurité du câble, on a des navires maintenant qui approchent les 400 mètres avec des tirants d'eau et des ancres de mouillage qui sont très très lourdes et on pourrait endommager le câble. Donc on est obligé en fait de sanctuariser une zone d'exploitation complète. Et donc c'est ce travail de concertation avec tous les acteurs qui nous permet d'arriver à trouver une zone de compromis qui a pu être acceptable par tout le monde. Merci beaucoup. Je propose qu'on demande à Monsieur Vincent de Haropaport si c'est la même problématique qui est rencontrée dans son cas, à moins que Monsieur Constantino, vous ayez envie d'ajouter des éléments. Merci. Donc voilà, Monsieur Vincent, à vous, si vous voulez nous partager votre témoignage d'acteur sur ces enjeux de raccordement d'un grand port maritime au parc éolien en mer. Oui, bonsoir. Merci de nous donner la parole. Sur ce sujet, effectivement, les enjeux côté Aropaport sont assez comparables à ce qui vient d'être évoqué pour la partie maritime côté du port de Marseille. Moi, je voulais aussi évoquer l'enjeu terrestre finalement de ces raccordements, qui est
à un moment le besoin de se connecter au réseau national, de par notamment les postes de conversion. Et aujourd'hui, nous, on travaille assez étroitement avec RTE parce qu'on a des gros besoins de renforcement de la capacité électrique sur nos zones industrielles et portuaires. Et du coup, on mène avec RTE une démarche assez globale pour voir comment, au service de la décarbonation des acteurs de nos zones industrielles, et aussi pour proposer de nouveaux services, notamment sur l'électrification à quai des navires, on a besoin de plus d'électricité. Et dans ce cadre-là, un travail collectif doit être réalisé pour trouver les meilleurs endroits, à la fois pour faire passer les éléments du réseau, mais aussi les éléments linéaires du réseau, mais aussi pour implanter les quelques équipements, et notamment postes de conversion ou autres postes électriques, dans un souci d'aménagement durable et enfin, dans la durée de nos zones portuaires, les positionner aux meilleurs endroits relativement aux besoins qui sont exprimés par nos industriels. Donc l'enjeu, il est aussi celui-ci, c'est de profiter de cette démarche sur finalement le questionnement du réseau électrique au sein de nos zones industrielles pour organiser le territoire et mettre au service de nos usagers euh, l'ensemble des utilités, et notamment l'électricité, pour permettre à la fois de répondre aux enjeux de décarbonation et aussi aux enjeux de réindustrialisation qui sont aujourd'hui portés. Donc c'est vraiment une démarche d'aménagement global du territoire portuaire dans laquelle on vient questionner ces sujets d'utilité électrique. Et dans ce cadre-là, on doit notamment optimiser le foncier qui sera nécessaire pour ces équipements afin de le positionner au mieux, et aussi répondre aux enjeux de comment dire, d'optimiser l'utilisation du foncier et les surfaces qui seront affectées à ces nouveaux équipements. Et on est bien conscient qu'ils sont absolument nécessaires pour le fonctionnement de nos ZIP à long terme. Donc on doit faire ça finalement collectivement avec l'ensemble des acteurs du territoire pour qu'ils viennent s'insérer au mieux et faire bénéficier à tous les usagers des, des gains qui seront apportés par ces nouveaux équipements. Très bien, merci beaucoup pour vos témoignages. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Je vous propose qu'on les fasse remonter par groupe. Je vais proposer à Natacha Perrault, qui nous accompagne, de nous faire une synthèse de ce qui s'est dit dans le chat pour permettre de lancer les échanges. Merci, Natacha. Merci Isabelle. Oui, donc on a eu plusieurs questions dès la première séquence finalement sur l'atterrage, notamment en Bretagne Sud, et le passage donc des câbles dans des zones Natura 2000 ou zones protégées, zones classées. Donc quelle prise en compte du passage des câbles dans ces zones-là. D'autres questions sur les effets des câbles sous-marins sur la santé. Est-ce qu'il y a des études sur les effets des passages des câbles sur la santé? Idem aussi sur le bruit. Donc, quelles mesures sont prises en compte pour réduire le bruit? Il y a quelques réponses déjà dans le chat qui ont été apportées par RTE, mais qui peuvent être intéressantes à partager. Et sur la vibration aussi, notamment pendant les travaux. Idem pour la lumière aussi, quelle est la prise en compte de la question donc, de la lumière sur les écosystèmes. Et des questions sur la température du sédiment, donc de quelle est l'augmentation, vous avez parlé tout à l'heure de la température du sédiment, de combien va être cette augmentation. Et enfin sur l'effet récif, donc est-ce que l'effet récif ne va pas apporter des espèces invasives? Voilà, pour ce premier groupe de questions. Merci beaucoup. Donc, c'est beaucoup de questions pour Madame Porfirio et pour Étienne Serre également. On vous laisse répondre, même s'il y a certaines réponses qui ont déjà été apportées pour partie dans le chat. Oui, effectivement, donc beaucoup de questions et c'est normal puisque cet atelier porte sur les effets sur l'environnement de cette liaison sous-marine, de ces liaisons sous-marines, de ces postes.
Donc oui, on a essayé d'apporter un maximum de réponses dans le chat. Il reste encore, je pense, quelques questions ouvertes dans le chat. J'ai noté celle sur les champs électromagnétiques, donc une réponse donc, sur cette partie-là. Donc pour ce qui est des liaisons à courant continu, donc je rappelle hein, qu'une liaison à courant continu, elle émet en fait un champ électromagnétique qui est de l'ordre du champ magnétique terrestre, donc il n'a pas plus d'impact que le fait de vivre en fait sur la Terre. Je dirais. Ensuite, sur les champs électromagnétiques alternatifs, qui sont générés par l'ensemble des ouvrages de RTE, en particulier les lignes électriques qu'on trouve donc sur le territoire. On a des dizaines et des dizaines d'études scientifiques sur le sujet qui n'ont jamais qui n'ont jamais en fait établi de lien et d'effets avérés sur la santé humaine. Ça n'empêche que c'est toujours une préoccupation en fait de nos parties prenantes, de nos riverains, des personnes qui habitent à proximité de lignes. Et donc, à ce titre-là, RTE respecte le principe de précaution, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va avoir un projet de ligne électrique, on va faire en mesure, on va prendre les mesures nécessaires pour ne pas construire une ligne à proximité immédiate d'habitation. Et une fois que la ligne est construite, on va procéder donc à un certain nombre de mesures qu'on rend publiques et on peut, à la demande de tout maire, mettre en place des mesures sur les champs électromagnétiques. Voilà. Et par ailleurs, c'est également un sujet qui est suivi de près puisque on a donc parmi nos 9000 collaborateurs à RTE un certain nombre qui vivent, travaillent à proximité de lignes électriques et sur lesquels on a un suivi médical particulier. Ensuite, il y avait d'autres questions sur l'élévation de température. Donc, il y a une partie de réponse qui a été donnée dans le chat. Donc, ça dépend éminemment en fait de l'endroit où on va se trouver, de la nature du sédiment. Et donc là-dessus, il y aura effectivement un suivi. Il y a un suivi particulier sur ces phénomènes-là. Des questions également sur l'effet récif et d'une personne qui demandait en fait quelles étaient les études particulières qui étaient menées sur le sujet. Donc on est associé avec France Énergie Marine également sur des recherches sur le sujet. Un petit nom de code en fait qui s'appelait Abiop Plus et qui maintenant s'appelle Biodil, mais on vous le mettra dans le chat. Donc on a également donc, des projets de recherche sur le sujet. Et enfin, donc, toujours sur l'effet récif et sur les espèces exotiques envahissantes, on est également en train de travailler sur ce sujet. Voilà, donc d'une manière générale, il y a un rapport qui fait vraiment référence, qui a été produit en 2019 par l'Ifremer, donc sur le sujet, et donc sur lesquels on va trouver donc alors pardon, je suis revenue sur la température de sédiments, mais sur les espèces exotiques envahissantes, on travaille également avec France Énergie Marine sur le sujet. Et en revanche, sur la température, vous trouverez un certain nombre d'indications également sur cette synthèse bibliographique donc, qui a été produite par l'Ifremer et qui détaille bien impact par impact potentiel, en fait, l'état de l'art de la connaissance sur le sujet. Donc, je vous invite vraiment à vous reporter à ce rapport qui fait référence. Merci beaucoup. Est-ce que nos grands témoins veulent réagir à ces réponses qui ont été apportées par RTE sur notamment la question de l'effet récif? Peut-être Madame Bravo-Monin, vous voulez réagir ou les opérateurs portuaires si vous avez des réactions avant qu'on passe à la dernière séquence. Oui, bah, c'est toujours le cas en fait. À partir du moment où on met des structures, on modifie l'habitat, donc on modifie les comportements, on modifie les surfaces disponibles et du coup on rend de la surface disponible sur notamment les espèces non indigènes qui sont de plus en plus importantes dans le milieu. C'est pas une problématique qui est liée qu'à l'éolien, hein, on le trouve ailleurs. Hein. C'est des problématiques qui sont aussi
je- Madame Bravo-Monin, on ne vous entend plus. Je pense Est-ce que que... ça marche là? Oui, voilà, c'est bien, Vous merci. m'avez plus entendu à partir de quel moment? Vous pourrez reprendre sur le moment à partir duquel les études sont probantes. Oui, alors il y a des études un peu partout hein, sur tout ça, dans les ports et en dehors. Nous, on est aussi en partenariat sur Biodil parce que nos supports bouées de réserve servent aussi à cette étude-là. Donc, forcément. L'autre point que je voulais aussi relever, c'est, voilà, vous avez la question dans le chat sur la lumière, c'est qu'il est question, et c'est une information qui est assez récente, pour des raisons de sécurité, d'éclairer au niveau de l'eau, alors c'est pas tout à fait sur le raccordement du coup, mais d'éclairer au niveau de l'eau les structures éoliennes en mer, et ce toute la nuit. Et ça pose vraiment des questions par rapport aux surfaces qui sont envisagées sur le territoire, parce qu'on sait l'impact, en tout cas, on n'a pas vraiment de connaissances, mais on sait que la lumière en mer la nuit et pour toutes les communautés, tous les niveaux, aussi bien air ou eau, ça a des impacts. Donc voilà, on se posait aussi la question des études à venir et de cette réglementation ou pas, si pour ces questions de sécurité, d'éclairage des éoliennes en mer dans la nuit. Ok, merci beaucoup. Avant de repasser la parole à Et Madame je vais devoir Portero, juste vous quitter, donc je vous remercie. J'ai mon collègue si jamais il y a encore des questions. Et voilà. Monsieur Affre, je vous ai laissé une petite question dans le chat aussi. J'aimerais bien si vous pouviez me répondre. Merci beaucoup. justement, je voulais reporter cette question. Effectivement, quels sont en mégawatts les besoins additionnels d'Aropaport et pour quels usages? Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, assez rapidement, en fait, il y a deux grands types d'usages. Il y a les usages des, des industriels qui sont implantés sur la zone portuaire, qui vont avoir, qui sont engagés dans des démarches de transition, notamment pour remplacer l'utilisation d'énergie fossile par principalement de l'électricité, donc des besoins nouveaux sur la partie industrielle. Et puis aussi des démarches finalement au sein des espaces portuaires qui sont portés là pour le coup par l'autorité portuaire d'électrification des navires lorsqu'ils sont stationnés à quai. Donc pour, aujourd'hui, pour produire leur électricité, ils font tourner leur moteur pour produire l'électricité à bord. Et le principe, c'est de couper ces moteurs quand ils sont traqués et du coup de leur proposer un branchement électrique. Donc là aussi, de nouvelles consommations, principalement pour les activités de croisière et de commerce. Donc aujourd'hui, on fait ce travail de quantification de ces nouveaux usages. C'est assez difficile de donner aujourd'hui un chiffre en termes de mégawatts supplémentaires, mais le sujet est bien identifié et du coup, on en profite pour travailler avec RTE sur la structuration du réseau à long terme sur l'espace de l'Asie. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Et je remercie Madame Bravo-Monin qui nous quitte. Mais voilà, on sait que votre collègue est là et éventuellement, il peut y avoir des questions qui lui sont adressées. Merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà bien avancé sur ces sujets-là. Et je vous propose qu'on passe à la dernière séquence. Et ensuite, on prendra un peu plus de temps pour faire un dernier tour d'échange avec le public et en ouvrant éventuellement quelques micros. Merci beaucoup. Merci à tous. Effectivement, nous allons passer à la dernière séquence sur les impacts sur le réseau électrique terrestre avec une intervention de Chloé Latour, responsable de la stratégie industrielle au sein du pôle stratégie, prospective et évaluation chez RTE. Madame Latour, c'est à vous. Bonjour à tous, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez et me voyez? Alors oui, on vous entend bien. Par contre, je crois qu'on ne vous voit pas. Ah si, non, je ne crois. Ah si, on vous voit, c'est bon. Comme je suis dans la même salle que Delphine Oui, Porfirio, nous partageons notre ordinateur. très bien, on vous voit. Il y a une Allez-y. erreur d'identité. Donc d'abord, merci de me donner l'occasion de parler de notre schéma décennal de développement du réseau que nous sommes en train de préparer
et qui fait actuellement l'objet d'un appel à contribution dans le cadre de sa préparation. J'aimerais tout d'abord revenir sur quelques éléments concernant ce schéma décennal. C'est ma première diapositive. D'abord, c'est un document qui est prévu par le Code de l'énergie et le Code de l'environnement et qui doit conduire à faire de la planification sur les besoins d'évolution du réseau de transport d'électricité. Donc, nous exploitons le réseau de transport d'électricité pour les niveaux de tension allant du 400 kV, la très haute tension, au 63 kV. Par contre, je tiens à préciser tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une liste de projets. Donc, ce n'est pas un document qui permet d'identifier de nouveaux projets d'infrastructure, mais qui permet de donner une vision prospective de l'évolution des besoins du réseau en fonction des scénarios de transition énergétique et en fonction des besoins de renouvellement du réseau, car le réseau de transport d'électricité, on le connaît, on le voit. La majeure partie de ce réseau a été construit entre les années 1950 et les années 1980. Il est donc âgé de plus de 70 ans et doit être renouvelé. C'est un document qui permet donc de donner une vision globale. Ce n'est pas un chèque en blanc quand on propose une trajectoire d'investissement dans ce schéma décennal. C'est bien une stratégie d'ensemble. Ensuite, les investissements de RTE sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie. Cela a été précisé par la Commission de régulation de l'énergie dans son intervention en début de webinaire. Et cela nous permet ensuite de définir une stratégie que l'on va développer. Elle est regroupée en 5 volets industriels: le renouvellement du réseau, l'adaptation du réseau de grand transport, la très haute tension et les autres niveaux de tension, les raccordements, l'éolien en mer, les interconnexions, mais aussi l'ossature numérique du réseau. Et il y a une part de nos investissements qui correspondent à la sécurité et à la loi de programmation militaire, car le réseau de transport d'électricité est une infrastructure essentielle à la sécurité du pays. Alors, du coup, dans cette intervention, je ne vais pas parler que d'éolien en mer. Je vais évidemment faire quelques focus sur l'éolien en mer. Dans notre dernier schéma décennal que nous avons publié en 2019, c'est la première fois que nous avions donc l'éolien en mer comme volet industriel. Nous venions de devenir maître d'ouvrage et financeur des raccordements en mer. Cela a également été précisé par la CRE lors de leur intervention. Et dans ce schéma, nous prévoyons une cible coût, consistance, délai pour les raccordements. Et par rapport à ce qui a été fait depuis 2019, nous avons tenu nos engagements et nous avons 45 jours d'avance en moyenne pour la mise à disposition des raccordements et nous tenons les cibles de coûts que nous avions indiquées dans ce schéma. C'est un document qu'on ne prépare pas tout seul. Je vous l'ai dit, il y a un appel à contribution. Donc, nous mettons sur la table nos hypothèses, nous consultons sur les variantes que nous réalisons et nous expliquons notre démarche d'étude, qu'elle soit de nature économique ou environnementale, pour présenter ce document. Et le but, c'est d'identifier là où nous avons des congestions de réseau. J'y reviendrai, j'ai une carte pour vous expliquer cela. Alors, depuis notre dernier schéma décennal, beaucoup de paramètres ont changé. J'en ai listé certains sur la diapositive que je présente ici. D'abord, les trajectoires françaises se portent désormais sur l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. La neutralité carbone en 2050, c'est un objet que nous avons étudié au sein de RTE. Nous avons publié une étude intitulée « Futur énergétique 2050 » en 2021 qui identifie différents chemins possibles pour transformer le système énergétique. Et globalement, dans tous les chemins possibles, il y a un consensus, non pas que dans les études de RTE, mais les autres études internationales, notamment celles de l'Agence internationale de l'énergie, qui conduisent à indiquer que la place de l'électricité va augmenter dans le système électrique. En fait, on va substituer les énergies fossiles par l'électricité. Aujourd'hui, si je dois donner un ordre de grandeur, la facture énergétique en énergie fossile de la France, c'est de l'ordre de 80 milliards d'euros par an pour ces énergies fossiles qui doivent se substituer pour l'électricité. Donc, c'est une étude que nous avons faite, c'est les futurs énergétiques qui portent sur l'ensemble du système électrique et non uniquement sur le réseau. Cela conduit à des évolutions, notamment la décarbonation de l'industrie et des objectifs plus récents de réindustrialisation. Cela a été évoqué par certains de vos grands témoins, notamment dans les zones industrielles portuaires. Il y a déjà
des investissements qui sont prévus pour que les industriels qui émettent du CO2 se décarbonent. Et dans ces zones, il y a des nouveaux projets d'industrie qui émergent et qui conduisent à des besoins d'électrification. Tout ceci conduit à une évolution du mix électrique de production. Cela porte sur plusieurs déterminants. L'éolien en mer, évidemment, et c'est l'objet des débats publics qui nous réunissent aujourd'hui, mais c'est également le cas du nucléaire, des énergies renouvelables terrestres qui doivent voir augmenter leur cible. J'insiste sur un autre point, c'est la résilience de l'approvisionnement en énergie. Cette question paraît peut-être moins prégnante cette année qu'elle ne l'était l'année dernière, mais en 2022-2023, la crise énergétique, notamment liée à l'évolution du contexte géopolitique en Ukraine et en Russie, a conduit l'Europe globalement à se poser des questions sur son approvisionnement énergétique, la place de l'électricité, et a conduit à revoir les politiques, notamment européennes, autour du Fit for 55. Nous avons déjà chiffré les évolutions en matière de réseau dans notre étude Futur énergétique 2050. Je vous redonne quelques ordres de grandeur de nos variantes de réindustrialisation. Elles tournent autour de l'ordre de grandeur de 100 milliards d'euros, ordre de grandeur que nous avons confirmé dans notre appel à contribution sur le schéma décennal de développement du réseau. Elles s'appuient sur deux grands piliers dans les études des futurs énergétiques qui sont également confirmées et qui sont l'objet de cette diapositive, une évolution de la structure du réseau, du réseau THT et du renouvellement du réseau. Alors, je m'explique. Qu'est-ce qui va changer dans le réseau de transport d'électricité par rapport à la situation actuelle? D'abord, c'est important de se rappeler que les évolutions du réseau, elles ne viennent jamais seules. On développe le réseau parce qu'il y a une évolution du contexte, il y a une nouvelle usine, un nouveau moyen de production, et pour cela, on doit adapter, changer le réseau, mais le réseau ne vient pas seul, c'est bien un élément qui connecte les différents éléments du système électrique. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la transition qui s'amorce avec la neutralité carbone, elle conduit RTE à devoir mener un très grand programme de raccordement. Vous avez parlé un peu plus tôt dans la soirée du raccordement de l'éolien en mer. C'est également le cas sur les réseaux terrestres avec le raccordement de l'industrie dans les zones industrielles ou portuaires, mais pas que, le nucléaire, les énergies renouvelables. Depuis la création de RTE il y a 20 ans, jamais nous n'avons dû raccorder autant sur le réseau de transport d'électricité, y compris le réseau 400 kV. Et cela nécessite donc une industrialisation du raccordement et du cadre de raccordement. C'est un point que nous avons posé dans notre appel à contribution. L'adaptation de la structure du réseau, notamment du réseau de très grands transports, ça c'est un point important et j'y reviendrai parce que quand on connecte les différents éléments, l'important c'est de pouvoir identifier des moyens de mutualisation. Le réseau de grands transports, c'est avant tout un moyen d'optimiser le fonctionnement du système électrique et de permettre à chaque instant que les moyens de production puissent fonctionner de la manière la plus optimale possible. Nous, plus on a une vision claire des besoins qui arrivent dans une zone, plus on est capable de définir des structures dites cibles de réseau et de mutualiser les infrastructures. Je prends un exemple. À Dunkerque, nous sommes en mesure de réaliser un poste électrique qui couvre à la fois les besoins de renouvellement du réseau, les besoins d'évolution du parc nucléaire, les besoins d'évolution de la réindustrialisation et qui pourra permettre d'accompagner le développement de l'éolien en mer. Cela, c'est ce que l'on va rechercher à faire dans le cadre de notre schéma décennal, de chercher le plus possible des facteurs de mutualisation pour que le réseau reste un élément de compétitivité du système électrique. Et le dernier point, notre dernière priorité et non des moindres, c'est de nous appuyer sur le programme de renouvellement du réseau. Je l'ai dit, le réseau existe déjà, il permet au système électrique aujourd'hui de fonctionner, nous devons nous appuyer dessus pour faire cette transition et nous devons l'adapter au changement climatique, c'est un impératif. RTE est un opérateur public et nous devons donc nous rendre un plan national d'adaptation au changement climatique qui explique la manière dont nos infrastructures vont évoluer. Alors, si je fais un zoom sur nos hypothèses en matière d'éolien en mer, c'est la diapositive suivante. Et pour répondre aux questions qui ont été posées dans le chat, alors la
La carte que nous montrons ici, c'est une carte schématique que nous avons dans notre appel à contribution. Les zones bleues n'identifient pas des zones de futurs parcs de production, ce sont les façades maritimes. N'y voyez pas autre chose en termes de représentation. Et les fourchettes représentent les fourchettes cibles données par l'État dans le cadre du débat public pour la mer en débat. Ce que nous simulons dans notre travail de schéma décennal, ce sont les objectifs publics définis dans le pacte éolien en mer, donc une cible de 18 gigawatts en 2035, qui doit ensuite progresser vers 45 gigawatts en 2050. De manière linéaire, cela donne un point de passage autour de 26-27 gigawatts. Et on teste plusieurs variantes avec plus ou moins d'éoliens en mer en fonction des façades pour tenir ces fourchettes et pour identifier s'il y a des endroits du réseau terrestre sur lesquels il est plus facile d'insérer les parcs éoliens en mer ou s'il y a des enjeux de mutualisation avec d'autres besoins d'évolution du réseau pour permettre l'accueil d'industries, par exemple, ou pour accompagner le développement des énergies renouvelables terrestres. Et cela nous permettra, dans le schéma décennal, d'identifier les endroits sur lesquels les facteurs de mutualisation sont les plus importants et ceux sur lesquels il y a moins de facteurs de mutualisation. Ce qu'on a déjà indiqué dans le débat public et qui est dans notre schéma décennal, c'est qu'à l'horizon 2035, nous savons déjà que nous avons des projets de réseau qui sont en cours de concertation. Certains ont été évoqués par les grands témoins, notamment portuaires, au Havre, à Fos-sur-Mer, qui permettent la réindustrialisation. Ce sont des projets de réseau qui permettront d'accompagner l'insertion éventuellement de futurs parcs éoliens en mer. À l'horizon 2035 ou 2040, si les parcs éoliens en mer se situent au large d'autres zones d'atterrage, alors il y aurait peut-être des besoins supplémentaires de réseau à prévoir et dont le dimensionnement dépendra des autres facteurs. Excusez-moi, je suis vigilante au temps, du coup je vais vous demander d'accélérer un petit peu s'il vous plaît, merci beaucoup. Oui, aucun problème. La diapo d'après, nous pouvons la passer parce que j'ai déjà évoqué les enjeux associés au nucléaire et à la décarbonation de l'industrie. J'insiste sur un point sur la diapositive suivante, la réalisation de ce programme d'évolution du réseau qui est une véritable évolution dans notre trajectoire d'investissement. Ce n'est pas une politique fiction, nous avons beaucoup d'investissements qui sont déjà en croissance dans notre trajectoire de court terme, les investissements de RTE. La CRE l'a dit, devrait passer de 2 milliards d'euros en 2024 à 3,7 milliards d'euros en 2027. Et elle doit s'appuyer sur une base industrielle, par exemple sur l'éolien en mer. Nous sommes actuellement en négociation avec les chantiers de l'Atlantique et Hitachi pour pouvoir mener à bien une partie de nos approvisionnements dans les projets qui seraient donc en partie localisés en France. Un dernier point sur notre appel à contribution, c'est la dernière diapositive. Donc, nous avons mis sur la table l'ensemble de nos hypothèses d'études, l'ensemble des points sur les approvisionnements, notamment les risques sur les matériaux, notamment le cuivre, qui ont été évoqués plus tôt dans le chat. Cette consultation est en cours jusqu'au 30 avril. En fonction des retours, nous proposerons ensuite une stratégie globale de développement de réseau ou d'alternative au développement de réseau optimisée, chiffrée et séquencée dans le temps d'ici à 2040. Elle sera ensuite examinée par la CRE et l'État et nous la soumettrons à la CNDP qui mènera une concertation préalable ou un débat public. Merci beaucoup, Madame Latour, et excusez-moi encore pour vous avoir pressé à la fin de cette présentation. Le temps nous était compté. Merci beaucoup en tout cas. Je vais me tourner vers ma collègue Natacha Perrault qui donc a encore une fois suivi le chat. Voilà, donc si Natacha, tu as des remarques, des questions de compréhension qui ont émergé au cours de ces présentations. Merci beaucoup, Olivia. Les questions sont surtout sur l'enchaînement des procédures. Donc, vous avez un peu répondu à la fin de votre présentation. Mais donc, comment RTE peut consulter sur un programme à 10 ans alors que la PPE n'a pas encore fait l'objet de concertation? Et une autre question donc, sur l'évolution, enfin d'autres questions sur l'évolution de l'électricité, de la consommation d'électricité. Donc, comment planifier sans savoir forcément quelle va être l'évolution de la consommation électrique? Merci beaucoup.
Est-ce que maintenant je vais me tourner vers Isabelle Barthes, pour prendre éventuellement quelques questions à l'oral. Oui, voilà, je vous propose qu'on laisse Madame Latour répondre, mais à une série de questions, Madame Latour ou d'autres personnes présentes ce soir, selon les questions que vous avez envie de poser. Je propose qu'on prenne une série de 3 questions et puis on demandera des réponses sur les questions qui sont remontées du chat et vos 3 questions à la suite. Donc voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à lever la main et on vous proposera en régie d'ouvrir votre micro. Alors, je vois Madame Véronique Robert, puis Monsieur Éric Sartori. Voilà, pour l'instant, je ne vois pas d'autres mains levées, si je n'oublie personne. Donc, Madame Robert d'abord, puis Monsieur Sartori. Ah, et je vois aussi qu'il y a Madame Nat B et les Amis de Saint-Gilda. Voilà. Donc, Ouais. on va prendre dans l'ordre. Madame Robert d'abord. Oui, merci. J'ai 2 petites questions. Bon, euh, ma vidéo, je pense qu'elle est de travers, comme d'habitude, ou elle marche pas. Donc, si vous voulez, je l'arrête si c'est un peu énervant. On voit rien, en fait. Je vois qu'on voit rien. Bon, alors, je Pas l'arrête. grave, on vous entend, Madame. Voilà, c'est ça le plus important. Donc, la première question, mais vous venez de parler d'une consultation publique qui a lieu d'abord et ensuite la CNDP. Alors, est-ce que cette consultation publique est-elle vraiment publique? Enfin, où est-elle, en fait? C'est ça que j'ai demandé dans le chat. Première question. Et puis, la deuxième, c'est, je suis un peu étonnée d'apprendre que les câbles sont placés à 1 ou 2 mètres seulement de profondeur. Donc je ne comprends pas comment ça peut être compatible avec le passage des bateaux. Bah, c'est comme s'il n'y avait personne dans la mer alors à cet endroit-là. Je viens d'apprendre que c'était le cas des câbles dans le golfe de Gascogne, le raccordement qui se fait en ce moment, voilà, entre Bordeaux et l'Espagne. Donc voilà, je suis un peu étonnée. Donc je parle évidemment pour les autres raccordements dans le futur, mais enfin. D'ailleurs, c'est un peu bizarre que. Enfin bon, si, il y a déjà eu l'enquête publique, d'accord, mais enfin. Moi, j'étais pas au courant qu'il y avait déjà eu une enquête publique sur le raccordement entre la France et l'Espagne. Mais bon, enfin, est-ce que les choses se font avant les consultations publiques, je me demande. J'ai cru voir aussi sur le site de ce raccordement qu'il y avait une deuxième concertation. Donc, est-ce qu'elle est à venir? Est-ce qu'elle est déjà passée? Je ne sais pas. Si vous voulez, je peux vous répondre très rapidement. Alors parce que voilà, Monsieur Serre, allez-y, on j'étais- va avoir une première réponse. Allez-y. J'étais le responsable de ce projet-là, donc je le connais. Effectivement, je vous confirme, on met les câbles entre 1 mètre et 3 mètres, mais sous le niveau des sédiments. On l'ensouille, on enterre les câbles entre 1 et 3 mètres en fonction de l'épaisseur des sédiments, des activités au-dessus, donc des risques de croche. Notre objectif, c'est vraiment de l'ensouiller suffisamment profond pour ne pas avoir à y revenir. Et en particulier dans le golfe de Gascogne, on a des mouvements hydrologiques qui sont très forts, donc on ne veut pas qu'il se désensouille. Donc on le met assez profond, entre 1 et 3 mètres. Donc ces études-là, on les réalise sur tous les projets. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ce projet, il a fait l'objet d'une concertation sous l'égide d'un garant en 2017 et d'une consultation classique jusqu'à l'enquête publique. Donc oui, les décisions, les déclarations d'utilité publique ont été obtenues, ainsi que l'autorisation environnementale. Merci. Merci beaucoup. Je me tourne vers Madame Latour parce qu'il y avait une question qui la concernait plutôt sur, en clair, si je décrypte la question, c'est la consultation publique qui est en cours sur le schéma décennal. À quoi sert-elle et comment se fait-il qu'elle intervienne avant la saisine de la CNDP? Alors, il s'agit surtout d'un appel à contribution, donc c'est-à-dire que comme pour tous nos documents prospectifs, on publie les hypothèses et on demande à recueillir l'avis des différents acteurs sur ces hypothèses. On l'a vu, hein, par exemple, les zones portuaires ont fait état de besoins en termes de réindustrialisation et de décarbonation.
pour pouvoir planifier le réseau. On a besoin d'informations sur la manière dont les usages vont évoluer. Donc nous, on est transparent sur les hypothèses et le cadre d'études qu'on réalise, donc notamment y compris sur des variantes qu'on fait en matière de consommation, si le rythme de décarbonation est plus faible. Donc ça, on le met sur la table. Ça nous permet de robustifier nos hypothèses, les modèles d'utilisation que l'on fait, et de pouvoir ensuite soumettre une proposition à la CRE, à l'État et à la CNDP qui soit éclairée d'informations sur ce qu'il se passe sur l'écosystème électrique, vu que nous, on est aussi tributaire de ce qu'il se passe sur les autres paramètres. Comme je le disais, le réseau tout seul, ça n'a pas trop de sens. Ça, c'est le premier point. Et il y a bien ensuite la phase sur notre proposition de schéma qui, là, et comme cela est prévu par le Code de l'environnement, sous l'égide de la CNDP. La consultation est accessible sur notre site internet et il est possible d'y répondre en adressant un mail à une boîte mail. Donc, c'est un dispositif très facile en termes de réponse à cette contribution, à cet appel à contribution. Merci beaucoup. Je propose à Monsieur Sartori, qui avait levé la main tout à l'heure, de prendre la parole en vous demandant d'être assez concis dans vos questions pour qu'on puisse faire circuler la parole. Oui. Oui, alors je voulais dire qu'on a eu des échanges dans le chat avec des questions techniques et des réponses qui ont été apportées, satisfaisantes ou pas. Et je dois dire que par rapport aux séances précédentes, c'est vraiment pas mal. Simplement, je voudrais quand même rappeler quelque chose, c'est que la décision, par exemple, d'éloigner ou pas le parc d'Oléron, avec le surcoût à déterminer que ça représente, c'est pas une décision technique, c'est pas une décision de RTE, c'est une décision politique et c'est une décision à prendre par les responsables politiques. De même, la décision de doubler ou non le parc de Saint-Nazaire, même si ça arrange RTE parce qu'il peut bénéficier des atterrages en place, encore une fois, c'est une décision politique, ce n'est pas une décision purement technique et ce n'est pas à RTE d'en décider. Et de même pour l'atterrage de Bretagne Sud à Erdeven, c'est une décision politique. Et ce que je voudrais rappeler, c'est que dans ce débat, RTE est un maître d'ouvrage et n'est pas le représentant d'un État impartial et qui prendrait des décisions. Ces décisions-là sont politiques et ça se joue aussi ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est une appréciation qui n'appelle pas de réponse. Merci en tout cas. Il y avait une personne de l'association Gardien du Large, je crois, qui avait levé la main. Oui, merci. Allez-y, allez-y. Bonjour. J'ai une question en 2 points. La présentation du plan décennal de RTE m'a paru un petit peu opaque dans la mesure où on n'arrive pas à voir les coûts qui sont résultants de l'éolien offshore. Alors, pas seulement raccordement, hein, comme l'a bien dit un précédent personne du RTE, le réseau a été construit entre les années 50 et 80 en fonction des points de production et des points de consommation. Et là, on change beaucoup de points de production avec l'éolien en mer. Et donc, il doit y avoir un surcoût relatif au réseau dû à ça, plus le problème de stabilité sur le réseau. Donc, ce serait bien d'avoir un coût global qui est dû à au l'éolien offshore. Deuxième partie de question, le projet Bretagne Sud prend du retard, les matières premières augmentent. Finalement, on n'a pas en France tellement relocalisé encore bien comme on voudrait la production de toute la supply chain pour construire l'éolien. Et la question qui se pose si on fait ce projet tout de suite, c'est est-ce qu'on ne va pas prendre des équipements chinois 30% moins chers, ou bien est-ce qu'on pourrait retarder ce Tao 5 et le mutualiser avec les suivants, tous les suivants qui nous ont été présentés dans cette consultation? Est-ce que ça ne permettrait pas d'économiser des coûts de raccordement pour RTE, d'éloigner les éoliennes comme c'était souhaité par les parties prenantes lors de la consultation de la CNDP de 2020? Pourquoi ne pas étudier un tel scénario et le partager avec nous dans le cadre de cette enquête CNDP? Donc, je redis, mutualisation des premiers parcs et des suivants. Merci.
Mon micro est coupé. Merci beaucoup, pardon. Je propose qu'on prenne également la dernière question, une dernière question avant de terminer. Voilà, donc la personne qui avait la main levée. Oui, oui, Ah, bonjour, Nicolas Bourg, les Amis de Saint-Gildas. Monsieur Bourg, Donc, à ma vous. question est pour Madame Latour, qui est liée, d'une part, ce que rappelait Pierre, que les décisions d'investissement sont prises par le gouvernement et sans doute après consultation du Parlement. Mais ma question est beaucoup plus spécifique sur en fait toutes les justifications qui sont basées sur une hypothèse de besoin de consommation électrique de 560 TWh en 2030. Je rappelle qu'on est à 445 en 2023, qu'on est en baisse depuis 4 ans, sans doute effectivement grâce à l'effet de sobriété lié au prix de l'électricité avec les événements en Ukraine, et que la question qui a été posée cet après-midi au Sénat par la commission d'enquête sur les coûts de l'électricité à la DGEC, à laquelle il n'y a pas eu de réponse, c'est quels sont les facteurs d'inversion en fait, de cette tendance à la baisse et quels sont les usages en fait, qui justifieraient un tel besoin en moins de 6 ans à l'horizon 2030. Merci beaucoup. Donc, des questions de prospective. Madame Latour, est-ce que vous voulez répondre à ces deux séries de questions, si vous voulez? Oui, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Donc, sur l'évolution de la consommation d'électricité, deux éléments. D'une part, d'un point de vue prospectif, notre dernière publication en date qui peut vous répondre sur ces questions, c'est le bilan prévisionnel 2023 qui montre bien comment l'évolution de la consommation peut intervenir dans différents scénarios de transition énergétique possibles, soit en respectant les grands objectifs qui ont été soit définis par l'État, soit impulsés par le chef de l'État, soit dans des scénarios où il y a un peu de retard par rapport à ces objectifs. Le principal driver d'évolution de la consommation, c'est l'industrialisation, enfin la décarbonation et la réindustrialisation. Je pense qu'il a été fait état ce soir, notamment dans les zones industrielles-portuaires, d'évolution dans ces zones. Nous, en tant que maître d'ouvrage sur les raccordements terrestres ou maritimes, mais déjà terrestres, je peux attester du fait que nous avons des demandes de raccordement très nombreuses sur l'évolution de la consommation d'électricité. À Dunkerque, à Fos-sur-Mer, au Havre, nous avons planifié des investissements qui permettent de décarboner les usages des industries existantes entre 2028 et 2030. Donc ça, ce sont les demandes que l'on reçoit pour le réseau dès à présent et qui nécessitent qu'on planifie les investissements. 2030 pour le réseau, ce n'est pas si loin en termes de planification. Ça, c'est pour la consommation. Pour la deuxième question, donc sur l'offshore, par exemple, on ne fait pas de présupposés sur là exactement où seront les parcs et sur les décisions qui seront in fine prises par l'État. Nous, on teste plusieurs variantes sur les différentes façades avec plusieurs endroits d'atterrage et on indique quels seront les impacts sur le réseau terrestre pour que la décision puisse être prise en ayant la vision d'ensemble, donc le raccordement et ensuite les enjeux en matière de lien avec le réseau terrestre. Vous m'interrogez ensuite sur le coût de l'évolution du réseau terrestre. Là, nous avons dans notre consultation publique nos hypothèses de coûts qui sont transparentes, qu'il s'agisse des raccordements maritimes, des postes électriques à terre, des liaisons aériennes ou souterraines sur le réseau terrestre. Maintenant, quels vont être les coûts propres à l'offshore dans notre trajectoire d'investissement, c'est trop tôt pour le dire. Cela dépend de plusieurs facteurs. D'une part, du scénario de transition énergétique sur lequel on se place. Le coût propre à l'éolien offshore n'est pas le même si on est sur des scénarios dans lesquels il y a 18 gigawatts d'éolien raccordés en 2035 ou si il y a une trajectoire qui évolue. Ça, c'est des scénarios avec un peu de retard que l'on regarde. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que c'est l'exemple que je donnais. Plus on arrive à faire du réseau mutualisé, donc qui répond à plusieurs besoins, les besoins du parc électronucléaire, les besoins de l'éolien en mer, plus les coûts propres à l'offshore diffèrent. Et en fait, nous, notre objectif, c'est d'éviter, pardonnez-moi l'exemple un peu cru, de faire un réseau spaghetti, c'est-à-dire le réseau de l'éolien en mer, le réseau du parc nucléaire, le réseau des énergies renouvelables terrestres, mais de bien garder la fonction
première du réseau de mutualisation et du coup d'avoir un coût de réseau qui est moins élevé que si on fait le réseau de chacun. Donc, nous publierons ces éléments dans notre schéma décennal lorsque nous aurons fini nos analyses et nous montrerons comment les curseurs peuvent bouger en fonction des mutualisations possibles. Pour le moment, c'est trop tôt pour le dire. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a encore une question dans le chat, une personne qui demande si RTE peut quantifier les besoins sur les 3 ports en mégawatts et en consommation en gigawattheure. Je ne sais pas si vous pouvez répondre comme ça au pied levé à cette question. Dans la diapositive que j'ai dû passer très vite, il y a les besoins en gigawatts dans les zones de forte consommation et donc notamment on y voit les zones industrialo-portuaires. Est-ce qu'on peut repasser cette diapo d'ailleurs si vous voulez bien en régie? Voilà, merci. Alors non, oui, pardon, il n'y a pas les gigawatts, mais donc du coup on peut les fournir pour les zones industrialo-portuaires, celles que nous avons dans nos études à ce stade. Et c'est un des points sur lesquels on interroge pour savoir s'il y a des besoins complémentaires. Merci. Madame Barthes, Rémi Costantino, rapport de Marseille, je peux donner l'information pour Fos-sur-Mer. Donc à Fos-sur-Mer, la demande actuelle estimée plutôt, puisque ce n'est pas exactement la demande formulée sous forme de demande de raccordement, et entre 5 et 6 gigawatts. Pour donner un ordre de grandeur, c'est c'est une des pointes infra-annuelles de consommation pour l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Très bien, merci beaucoup. Voilà qui est précis. Très bien, mais écoutez, je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions, pour toutes ces questions. Je vous rappelle que vous pouvez continuer évidemment à contribuer sur le site internet du débat et à poser des questions auxquelles nous demanderons de répondre. Je vois que pour M. Costantino, il y a une question sur les usages des besoins qui viennent d'être exprimés. Est-ce que vous pouvez apporter cette précision éventuellement? Et puis ensuite, je vous propose qu'on s'achemine vers la conclusion de ce webinaire. Alors très rapidement, c'est les mêmes usages que ceux qui ont été exposés par le collègue d'Aropa. On a d'abord un enjeu de décarbonation d'industrie qui aujourd'hui utilise d'autres vecteurs énergétiques, en l'occurrence des vecteurs carbonés, notamment les industries de l'acierie, la sidérurgie, puisque à Fos-sur-Mer, nous avons des grandes installations dans ces technologies-là. On a aussi de la pétrochimie qui envisage de se convertir à l'électrique sur certaines composantes opérationnelles. Ensuite, on a de nouvelles industries qui s'implanteront sur notre domaine portuaire dans le cadre de la stratégie de réindustrialisation voulue par le gouvernement du président de la République. L'essentiel de la puissance nécessaire concerne l'électrolyse de l'eau pour produire du dihydrogène avec différents procédés d'utilisation ensuite de ce dihydrogène. Et puis, plus marginalement, puisque ça a été évoqué par le collègue d'Aropa, on a aussi besoin de puissance électrique pour raccorder les navires qui sont en escale sur les ports, en conformité avec la réglementation européenne, mais ce n'est pas les mêmes ordres de grandeur. L'ordre de grandeur pour les puissances industrielles, c'est 100 MW et au-delà, et l'ordre de grandeur pour le raccordement électrique des navires, c'est plutôt 10 MW et au-delà. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Je vous propose qu'on arrive à la conclusion de ce webinaire en vous remerciant d'avoir été nombreuses et nombreux à participer avec des questions extrêmement précises et intéressantes. Donc voilà, c'est un webinaire qui va apporter des éléments très riches qui seront repris dans le compte-rendu du débat, bien évidemment. Valentine, Olivia, je vous repasse la parole. Oui, merci beaucoup. Bah, écoutez, merci pour ces échanges. Et puis, je vais peut-être laisser le mot de la fin à Florent Gagneur pour nous préciser donc, la suite de ce débat qui s'achemine. Merci, ouais, un bref mot de la fin. Déjà, merci pour votre participation à ce webinaire qui était un petit peu technique, mais vous avez fait l'exploit de le rendre accessible et compréhensible. Donc, bravo à toutes et à tous.
Merci aux équipes qui l'ont préparé et aux équipes qui l'ont animé. Merci principalement à Isabelle Barthes et Natacha Perrault et tous les autres. Juste un petit point pour rappeler que effectivement le schéma décennal fait partie des plans et programmes qui doit saisir la CNDP. De même d'ailleurs que la PPE, mais comme vous le savez, la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais comme vous le savez, nous ne sommes pas décideurs de date de saisine de ces documents de planification. Le débat public se déroule jusqu'au 26 avril, donc il reste encore quelques semaines. Pendant ces semaines, il y aura encore quelques événements, dont un webinaire qui sera semi-présentiel ce webinaire, enfin il devrait être semi-présentiel ce webinaire le 23 avril sur la filière pêche et son économie. Je vous invite à bien noter cette date du 23 avril. Le compte-rendu du débat sera publié, lui, le 23 juin et les décideurs, RTE et le gouvernement répondront dans les 3 mois qui suivent. Merci à toutes et à tous pour votre participation ce soir et dans le débat de manière générale. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci à toutes.